Hop, bonsoir à tous. Normalement, ça stream, c'est en direct. Donc, je garde un œil sur le chat. Hop. Voilà, tout a l'air d'être bon. Ok. Eh bien, bonsoir à tous et bienvenue dans ce premier, et j'espère pas le dernier, crossover de vidéastes ciné, puisque ce soir, je suis en compagnie de Victor, aka le cinématographeur, Coucou, bonsoir. voilà, Loïc de la chaîne Versus, Bonsoir, bonsoir, salut à tous. voilà, et Albin de la chaîne Kino. Comme disait Obi-Wan dans l'épisode 1, ne répondez pas au signal, c'est un piège. Il est chaud, ça y est. Et Yes. pour se rôder en douceur, eh bien, on va parler de Star Wars. Bon, ok, c'est pas super original, et j'ai même l'impression qu'on a tous plus ou moins passé une bonne partie de nos vies respectives à disserter sur la saga spatiale de George Lucas, tant ces films sont intrinsèquement liés à nos souvenirs d'enfance. J'essaie de pas m'étouffer. Et oui, le tout premier Star Wars sorti en 77 a donné des envies de cinéma à un paquet de cinéphiles du monde entier, parmi lesquels Peter Jackson, Ridley Scott ou encore James Cameron, excusez du peu. 45 ans plus tard, alors que la franchise est toujours exploitée en long, en large et en travers, sur tous les formats possibles et imaginables, la question de l'héritage de Star Wars peut sembler futile. D'autant plus qu'on va pas se mentir, il y a quand même une petite lassitude qui commence à s'installer. Mais là, je ne parle que de l'héritage de la trilogie originale. Car si les personnes de ma génération, bon, on va dire les vieux, appelons un chat, ont découvert Star Wars avec Luke Skywalker, Han Solo, Yoda, Leia et compagnie, ce n'est pas le cas des plus jeunes d'entre vous pour qui Star Wars évoque peut-être avant tout Anakin, Padmé, ou pour les plus déviants d'entre vous, Jar Jar Binks. Et oui, quoi qu'on pense de la prélogie, et Dieu sait que j'en pense pas du bien, on ne peut pas nier qu'elle a aussi marqué une génération. Et en tant que vieux, j'ai toujours voulu comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui parle tant à la jeune génération dans cette nouvelle trilogie pour que certains tentent de la réhabiliter à l'aune de la catastrophe industrielle que sont les épisodes 7, 8 et 9 ? Bon, vous l'aurez compris, ce qui va nous intéresser ce soir, ce n'est pas tant de savoir quelle est la meilleure trilogie, on va pas s'écharper sur les qualités ou les défauts de tel ou tel volet, enfin du moins on va essayer, mais on va plutôt tenter de comprendre pourquoi il y a un tel clash générationnel entre les fans de la trilogie originale et ceux de la prélogie. Ok, donc je reprends mon souffle. Et pour commencer, je pense qu'on peut... Merci. Hop là, je vois quand même dans le chat, c'est bon, vous entendez, tout le monde va bien, tout le monde entend bien ? Bon, a priori, personne dit qu'il y a de problème technique, donc ça a l'air de marcher. Je découvre la tête derrière l'animation de Monsieur Bobine. Et oui, je suis chauve comme Monsieur Bobine aussi. Donc, pour commencer, je propose qu'on fasse un petit tour de table pour savoir quel est votre rapport à Star Wars, comment vous avez découvert en fait, à quel âge et avec surtout avec quelle trilogie. Et quel est votre rapport aux deux trilogies ? Qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous aimez pas ? Je pense qu'on peut commencer... Alors, pour positionner tout le monde, Albin, lui, il va être le fan de la prélogie. Moi, je vais être le vieux con fan de la trilogie originale. Et du coup, Loïc et Victor vont faire les arbitres. Eux, ils sont un peu plus neutres dans cette histoire. Tout à fait, La ouais. modération. Donc, on peut commencer peut-être par Victor. Qu'est-ce que toi, quel est ton rapport à Star Wars ? Moi je suis un peu entre les deux. Albin c'est le plus jeune, toi t'es le plus âgé. Moi je vais vraiment me mettre entre les deux. Plus âgé, ça va. Et pour le coup je l'ai vraiment découvert dans un entre-deux en fait, entre les deux trilogies. J'ai commencé quand j'étais gamin avec le 6. J'ai pas commencé par le début parce que les Ewoks c'était plus simple à montrer à des gamins. Et j'ai jamais été un grand fan pour le coup, contrairement à vous. J'ai jamais eu le syndrome du gros fan qui regardait tout. Vous allez parler des planètes. Moi, entre Hoth, Dagobah et tout ça, je m'y perds un petit peu. Mais j'ai redécouvert en fait tout ça beaucoup plus sur le tard quand j'ai commencé à m'intéresser vraiment au cinéma. Donc moi, je vais avoir un rapport beaucoup plus intellectuel à Star Wars dans le côté voilà formel de George Lucas plutôt qu'un aspect gros fan qui va adorer que ce soit Anakin ou Luke ou les autres. Donc moi c'est pour ça que je vais être un petit peu plus externe au rapport là et justement un rapport à découvrir Star Wars en tant qu'adulte et je trouve ça pas inintéressant non plus de l'avoir ça. Ok. Loïc, toi, qu'est-ce que tu Et as... moi, c'est à peu près pareil que Victor. Hein. J'ai commencé à regarder forcément Star Wars en VHS, je pense au mieux les années 90, avant d'aller voir les éditions spéciales au cinéma. Donc, je pense que j'avais vu au moins l'Empire contre-attaque. J'avais un vrai souvenir de l'Empire contre-attaque, sans avoir aucune idée du fait qu'il y avait des ajouts numériques dans tous les sens. Je pense que ça m'était passé complètement au-dessus.
Donc ouais, je suis pas un fan. Moi, dans mon enfance, c'était plus, pour simplifier, c'était plus James Bond et Indiana Jones que Star Wars pour parler de personnages ou de sagas un peu grand public et mythiques. Et après, par contre, j'ai évidemment, comme tout le monde, largement attendu la sortie de La Menace Fantôme, avec notamment la première bande-annonce. Enfin, je me rappelle de quelques plans de la bande-annonce, notamment le premier plan de la bande-annonce qui était assez mystérieux et qui était assez excitant. Ah, c'était le teaser. C'était le teaser. C'était le teaser. Alors, c'était peut-être dans la bande-annonce, mais je me souviens que c'est pareil. Moi, ça m'avait mis en toupie en fait ce truc où tu voyais un Gangan sur une espèce de qui sortait de la dans brume. les roseaux, dans la brume. Ouais, et c'était marqué chaque saga, au commencement, un truc comme ça. Ouais. Et là, pour le coup, t'étais dans de la fantasy pure et dure, en fait. T'étais Et dans là, effectivement, ça m'a rendu fou. Après, la vision, le vision du film a été un peu plus compliquée, mais pas forcément catastrophique. Hein, je vais mettre le haut là tout de suite. Mais du coup, voilà, c'est comme ça que je suis un peu rentré dans Star Wars, avec quand même une grosse attente de la prélogie pour découvrir vraiment cet univers sur grand écran. Du coup, Albin, à ton Bah tour. déjà, bonsoir tout le monde, parce qu'il y a beaucoup de bonsoirs là sur le chat. Bah alors moi, du coup, je suis le plus jeune. C'est pas non plus, ça fait pas de moi un jeuneau non plus. Mais il faut savoir que j'ai découvert la prélogie avec le premier. En fait, j'ai découvert Star Wars avec le premier parce que j'avais 3 ans quand le premier est sorti. Et je me souviens, c'est une de mes premières expériences cinématographiques. Il y a aussi ça qui joue, je pense. Ma toute première, c'était le livre de la jungle dans les années 90, j'ai oublié le titre. Mais ça, vraiment, et mon père qui m'amène. Et du coup, moi, typiquement, tu disais Anakin, etc. Pour moi, Luke, c'est le fils d'Anakin, avant toute chose, tu vois. Pour placer ça, c'est rigolo, ouais. Et typiquement, moi, je sais qu'en sortir du premier, mon père m'a dit, tu sais, ce gamin-là, en fait, plus tard, il devient un méchant, il devient, lui, là. Et j'étais, ah bon, c'est bizarre. Et effectivement, c'est pas... Il y a plein d'autres problèmes, évidemment, de la prélogie. Mais on va dire que, ayant grandi début des années 2000, moi, j'ai vraiment eu Star Wars. Je l'ai pris en plein fouet, en fait. Je pense que je l'ai pris de la même façon que quand on voit des images d'archives dans les années 70, les gamins qui avaient 5-6 ans, donc qui sont nés au début des années 70. Donc moi, vraiment, je me suis pris direct avec, dans la tronche aussi, Harry Potter. Enfin, voilà, moi, c'est complètement ça. Donc, j'ai un rapport nostalgique évident à la prélogie. Mais bon, on est quand même ici entre vidéastes, entre gens qui réfléchissent, qui pensent le cinéma, en tout cas qui essayent. Pour ma part, j'essaye. Qui, à défaut de réussir à prendre du recul, ont quand même conscience de leur propre biais. C'est ça. Mais enfin, tout ça pour dire que c'est un truc aussi que j'adore. Essayer de voir ce décalage qu'il y a entre l'appréciation émotionnelle et l'appréciation, on va dire, intellectuelle, artistique. Et si tant est qu'il y ait une division aussi. Mais je pense que c'est quelque chose qui va être un fil directeur de ce live. Et la trilogie originale, tu l'as découvert après, toi, du coup, c'est Ah ça? oui. En fait, moi, j'ai découvert en VHS parce que j'avais mon oncle qui était, entre guillemets, assez jeune. Il devait avoir, genre, moi, je devais avoir 4 ans, il devait avoir 27 ans. Et du coup, il les avait, et c'était pareil, une de mes premières VHS, et il me les avait prêtées, et du coup, je les avais saignées, alors qu'il n'y avait que le 1 de sortie. Donc, j'avais vraiment ce truc de pourquoi il y a un 4, il y a un 1 et tout, mais bon, je me souviens de les voir, et en VHS, quoi. Ouais. Puis en DVD, etc. Mais je les ai jamais vus au cinéma. Ok. Ouais, moi c'était. Alors, moi, c'est la prélogie, je l'ai découvert pas au cinéma. La trilogie originale, je l'ai pas découverte au cinéma, je suis pas si vieux que ça quand même. J'ai 39 ans dans 3 jours, 4 jours, 5 jours. Oh. Ouais, le 10. Donc voilà. Mais moi, c'était surtout les diffusions de télé. C'était dans la famille, on se réunissait avec tous les cousins, on regardait le 4, 5, 6, parce qu'à l'époque c'était encore le 1, 2, 3. Ça, la chronologie, c'est arrivé à partir du moment où ils ont annoncé une nouvelle trilogie, mais c'était pas le 4 dès le début. Hein. Quand je parlerai du 1, il va y avoir des confusions. Pour moi, c'est la Guerre des Étoiles, c'est Un Nouvel Espoir. Donc on se les matait en boucle, c'était même pas encore les versions remasterisées. Après, il y a eu effectivement les versions remasterisées. Mais voilà, c'était quelque chose qui, tout jeune, c'était entre cousins, on jouait à Star Wars, on regardait. Donc c'était vraiment, je ne serais même infoutu de dater, de dire à quel âge je l'ai découvert. Mais assez jeune en tout cas. Donc ouais, ça a été un choc direct, rien que le générique, la musique de Lucas, etc. Enfin, l'univers Star Wars. Je pense que j'étais à une génération de découvrir en salle et de me manger la mandale, mais elle était quasiment similaire probablement. Donc ça représentait quand même quelque chose c'est vraiment une pierre angulaire de ma cinéphilie. Donc forcément, quand George Lucas annonce une nouvelle
une nouvelle trilogie. Le souci, c'est que moi aussi, je suis à fond et j'ai des attentes énormes. Et le premier teaser dont tu parlais, Loïc, tout à l'heure, Ouais. le premier teaser m'avait vraiment mis en toupie. Je l'avais découvert à nulle part ailleurs. On en parlera peut-être un peu, parce qu'on parlera peut-être des guignols un peu aussi. Mais à nulle part ailleurs, ils avaient eu en exclusivité du coup le teaser le fameux teaser avec le Gangan qui chevauche un chemu, je sais pas ce que c'est, un gros bidule là, qui sort de la brume. Et c'était juste ces images-là, et c'était extrêmement évocateur. Puis arrive la nouvelle, la bande-annonce complète, et là, c'est festival de trucs à la Flash Gordon, de décors qui partent dans tous les sens, et tu te dis, bon, ok, ça ressemble plus vraiment à du Star Wars, ce qui me posait problème, et c'est quelque chose qui est pas forcément légitime comme critique, c'est quelque chose que j'ai longtemps reproché à la prélogie, en fait. Ensuite arrive le film en salle, là c'est la grosse douche froide, c'est la première fois de ma vie de cinéphile où je me suis dit, il y a quelque chose qui va pas. Je suis mort à l'intérieur. Au début, je me suis dit, c'est moi le problème. Hein. Je vois le film. Je vois littéralement une bataille spatiale où tout se joue sur le hasard, où un espèce de personnage complètement teubé détruit des trucs sans faire exprès, ou un gamin qui fait yippee tout le temps, fait péter les vaisseaux, tu sais pas trop comment. T'es là, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et là, je ressentais strictement rien. C'est-à-dire que j'avais absolument rien à péter des personnages. J'en avais rien à foutre de ce blocus de merde, de machin. Donc je suis volontairement violent pour que vous compreniez l'état d'esprit dans lequel j'étais. Hein. C'est pas une appréciation critique sur le film, c'est vraiment l'état d'esprit. C'est que, voilà, à part la course de potes, qui pour le coup est le seul moment où j'ai levé un sourcil, j'ai dit, oh, il se passe un truc. Et encore, c'est quand même une péripétie assez anecdotique. Il y a le bad guy qui est extrêmement évocateur, il dit 2 mots dans tout le film. Enfin, voilà, il y a énormément de choses qui m'ont complètement ne m'ont pas fait rentrer. Je ne suis pas du tout rentré dans ce film-là. Et en sortant, tout le monde applaudissait dans la salle, et avec un pote, je me dis, mais non, enfin, c'est moi. J'étais silencieux pendant 10-15 minutes, j'ai dit, je suis mort à l'intérieur. Je ne peux plus aimer Star Wars, j'ai grandi, ça y est, je suis un adulte maintenant, c'est horrible, quoi. Et alors, à savoir que l'année 99, on en a fait un épisode, hein, mais il y a quand même eu un paquet de films, dont le démarrage d'une nouvelle trilogie qui était Matrix, qui là pour le coup m'a rassuré parce qu'effectivement c'était la grosse mandale et j'en suis ressorti là, je marchais pas droit, je me dis ouf, c'était peut-être pas moi le problème. Juste après il y a eu le Seigneur des Anneaux, donc la prélogie, le gros problème c'est que les suites, je les ai vues de manière totalement, enfin en tout cas le deuxième, l'attaque des clones, dans mon souvenir c'était un non-événement total. Pour replacer en fait la réception, même pas que la mienne, hein, la réception globale des gens de ma génération et plus large aussi des fans en général, le backlash a été immédiat. Hein. N'allez pas croire que c'était des mois après. Non, Jar Jar Binks, c'était immédiat. Et c'était des pages internet remplies de scènes où tu le voyais se faire décapiter. Des trucs ultra crades où tu le voyais sucer Qui-Gon ou des trucs comme ça. Enfin, c'était... Ouais, non, les mecs ils se sont lâchés, quoi. Il y a des... Bon, après, t'as la même chose sur Avatar. Hein. Pas dans une telle... t'as des parodies, mais comme t'as eu sur Titanic, là, c'était pas des parodies. Les gens sont violents quand même sur Avatar. Bon, enfin, pardon, je t'ai interrompu. Le film de Shyamalan. Pourtant, il est vachement bien. Non, le Jar Jar Binks, en tout cas, le backlash a été immédiat. Il y a eu des parodies directement dans les Simpsons. Enfin, c'est arrivé très très vite, quoi. Donc, n'allez pas croire que c'était un phénomène qui est arrivé après. Non, c'était immédiat. Dans mon souvenir, le second est sorti dans une indifférence assez relative pour un blockbuster quand même. Enfin, on parle quand même du second volet de la prélogie, de la plus grande saga de tous les temps. Et même les épisodes 7, 8, 9 ont quand même été, dans mon souvenir, plus événementiels. Alors là, c'est peut-être biaisé. Hein, je me souviens que je l'ai vu dans une petite salle, il n'y avait personne. Et, Si, il y avait quand même, moi je trouve, il y avait quand même des grosses attentes, de mon côté, avec ma bande de potes plus ou moins cinéphiles. J'ai quand même un souvenir de l'attente de que ce soit l'attaque des clones ou la revanche des Sith. C'était plus sur la revanche des Sith. La revanche des Sith, c'était vraiment l'épisode qui rectifiait, qui était... je me souviens même de Coppola qui à Cannes avait dit quelque chose que oubliez les deux autres, celui-ci il est sombre, il est opératique, c'est du vrai Star Wars. Enfin, t'avais l'espèce de caution, les potes des Spielberg qui revenaient les potes de Lucas qui revenaient pour faire la promo et effectivement le film pour le coup change de direction à la toute fin. Et voilà, ouais, c'était un rapport quand même assez compliqué avec la prélogie. Après, pour revenir à ce que je disais au tout début sur
la critique plus ou moins légitime du fait que ça change totalement, enfin que ce n'est plus du Star Wars, c'est aussi quelque chose qui m'a agacé énormément, c'est les midi-chloriens, c'est la quantification de la force, tout ça. Et en fait, dans l'optique où c'est clairement Lucas, parce que ça aussi on pourra en parler de la note d'intention, pour vous, quelle est la note d'intention de cette trilogie? Pour moi, Lucas en fait fait l'inverse de ce qu'il avait fait avec la trilogie originale. Ce qui est tout à fait légitime en fait en soi. C'est-à-dire que là pour le coup, la trilogie originale c'est un boulet pour lui. C'est quelque chose qu'il voulait pas forcément au début. Lui, il voulait faire une carrière de cinéaste indépendant. Il se retrouve à faire la plus grosse trilogie d'entertainment jamais réalisée. Donc c'est un paradoxe pour lui, c'est quelque chose qu'il a toujours un peu bouffé. Lui, il voulait faire THX 1138, enfin ce genre de choses, des films de science-fiction un peu plus intellectuels. Et il se retrouve aux commandes de la plus grosse saga et il ne peut plus s'en défaire. Donc quand il fait la prélogie, je pense qu'il a clairement en tête l'idée de tuer Star Wars, l'idée de couper en fait quelque part le pont avec les ponts avec les fans. Et il l'avait d'ailleurs dit à Ahmed Best, l'acteur qui joue Jar Jar Binks, il lui avait dit ton personnage, il y aura, attends-toi à ce qu'il y ait un petit backlash dessus quand même, attends-toi à ce que les fans ne l'apprécient pas trop, parce qu'il est vraiment pas fait pour. Alors ils avaient pas du tout anticipé, on en parlera je pense de Jar Jar aussi, mais... S'il te plaît. Voilà, mais voilà, de toute façon, c'est le personnage qui a littéralement cristallisé toutes les critiques, la haine en fait sur cette prélogie. Hein. Tout a été cristallisé dans Jar Jar Binks. Donc c'est pour ça que quand tu parles d'Avatar, c'est sans commune mesure avec ce qui s'était passé avec Jar Jar Binks à l'époque, hein, vraiment. À tel point que Lucas d'ailleurs l'a effacé en fait des plus ou moins des autres épisodes. Donc voilà. Voilà, du coup pour vous la note d'intention, est-ce qu'elle est aussi claire? Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est autre chose? Comment ça se raccorde pour vous en fait à la trilogie originale? Est-ce que pour vous c'est une œuvre miroir quelque part? Moi, bon après c'est à la lumière d'avoir vu les trois, du coup évidemment d'en être sorti de la trilogie, il y a un côté effectivement miroir avec l'ascension, enfin du coup l'inverse d'une ascension, c'est-à-dire qu'on a quand même un récit mythologique dans la première trilogie, le parcours du héros et tout ça, on connaît par cœur et c'est le cœur du truc. Et je trouve que ce qui m'avait intéressé dans la prélogie, même si c'est loin d'être abouti, c'est qu'on a, par rapport à la première, on a une double dimension, qu'on a toujours ce parcours du héros inversé qui va arriver à la déchéance d'Anakin Skywalker, mais qui est vraiment mis en parallèle avec le côté très politique, comme tu disais, la fédération du commerce, les embargos et tous les trucs comme ça, et qui sous-tend limite encore plus toute la narration, des trois films, finalement le parcours des personnages qui, de mon point de vue, reste un peu anecdotique, ou parce que c'est mal développé, ou parce que c'est pas l'intérêt de Lucas, peu importe. C'est presque un film plus choral, en fait. Hein. Ouais. Enfin, dès le premier, en fait. Là où le second commençait à s'intéresser à différents parcours, le premier était quand même très centré sur Luke Skywalker, enfin la trilogie originale, là où la prélogie est directement un peu plus éclatée dans sa narration. Ouais, parce que c'est aussi le principe d'une préquelle, c'est il faut le côté un peu le cul entre deux chaises, c'est d'avoir d'utiliser forcément des personnages qu'on connaît déjà, Obi-Wan jeune, et puis après on retrouve dans des rôles anecdotiques, mais Jabba the Hutt, et puis R2D2 et C3PO. Mais c'est aussi ce qui est le côté choral vient aussi du fait de devoir à la fois capitaliser sur des personnages qu'on connaît et dont on va découvrir le passé, mais aussi devoir présenter de nouveaux personnages, du coup Anakin et puis tous ceux qui vont aller avec, Amidala et puis les sénateurs, les différents Jedi. Et c'est ça qui est un peu, je pense, qui est compliqué à mettre en place, c'est le côté forcément préquel amène forcément un programme établi, arriver à un point où on sait où les films vont arriver, mais tout en essayant de ménager des surprises et d'amener d'autres personnages et d'amener d'autres intrigues et faire cohabiter ça fait forcément quelque chose de moins limpide que la première trilogie, la trilogie des années 70, où là on a un parcours beaucoup plus linéaire et beaucoup plus simple à suivre. Donc ça donne quelque chose de plus complexe, c'est pas un jugement de valeur, mais de plus fouillis, plus compliqué, et qui peut être, que moi je trouve, il y a plein
que je trouve très intéressant, mais qui est quand même beaucoup plus compliqué à mettre en place et à mener de front toutes ces histoires parallèles. Donc forcément, ça, quand on rentre dans la menace fantôme, évidemment, il y a un peu un côté surprenant qui fait, oh, alors c'est quoi toutes ces intrigues, comment ça va se passer? Effectivement, on n'a pas le repère qu'on avait dans la première trilogie. Ce que je trouve c'est un bon point, même si c'est pas toujours bien exécuté, mais c'est quand même quelque chose qui définit la prélogie, et je trouve ça intéressant. Alors, je reviens juste du coup sur cette idée d'un récit. Mince, j'ai mon micro qui sature. Attendez. Hop. Là, ça doit être mieux. D'un récit qui est censé raconter ce qui s'est passé avant un gros récit mythologique. On a l'exemple du Hobbit qui fait un peu la même chose. Et j'ai un autre exemple en tête. Alors, c'est une série de BD qui s'appelle La quête de l'oiseau du temps de Loisel et de je sais plus qui. Je suis désolé. Qui était pareil, c'était 4 tomes qui suivaient toute une quête mythologique, etc., qui suivaient de A à B, enfin d'un point A à un point B, et voilà. Et c'était ils ont fait une préquelle avec les mêmes personnages, comment ils se sont rencontrés, etc. Donc il faut déjà reprendre les personnages jeunes et leur recréer toute une histoire à partir des petites bribes d'éléments qui ont été disséminés dans le récit principal. Et surtout, tu ne peux pas, en fait, autant dans le Hobbit que dans Star Wars, que dans La quête de l'oiseau du temps, enfin, ce qui se passe avant. Il y a peut-être d'autres récits, j'en ai pas en tête, mais il doit y en avoir pas mal, en fait. T'oublies le petit Spirou. Le petit Spirou, ouais. Oui, bah, peut-être aussi, ça peut être un exemple. Tu peux pas, en fait, faire aussi un récit aussi énorme que ça. Puisque c'est censé être une guerre un peu plus souterraine. C'est quelque chose qui a beaucoup moins marqué, puisque l'événement, le marqueur, c'est celui qui arrive dans la trilogie originale, dans l'œuvre, la première œuvre. C'est, je sais pas, dans Le Seigneur des Anneaux, c'est la guerre pour la Terre du Milieu. Bah, tu peux pas en faire une plus grosse qui s'est passée avant. Ou alors tu fais le Silmarillion, ça se passe 1000 ans avant, mais si tu reprends les mêmes personnages, c'est compliqué. Donc tu es obligé d'aller sur des intrigues un peu plus souterraines. Et surtout qu'en plus, c'est comment le pouvoir qui est en place, l'espèce de pouvoir avec les gentils, les méchants, comment ça s'est arrivé finalement, comment il s'est mis en place. Et là tu arrives sur quelque chose de beaucoup plus insidieux. Ce qui est assez rigolo, c'est que finalement il y a aussi, on parle de termes générationnels, mais c'est assez raccord quelque part avec les époques où les deux trilogies sont sorties. La trilogie originale est sortie en plein dans les années 70, en pleine vague de films politiques, et a même été accusée d'avoir tué le nouvel Hollywood avec Jaws, il me semble, c'est bien ça, non? À peu près, ouais. À peu près, ouais. La fameuse, ouais. Et alors que Lucas dit clairement que ça parle, enfin lui en tout cas a explicitement dit que ça parle de la guerre du Vietnam, que ça parle aussi de la position des États-Unis, etc. Donc pour lui il y a une charge politique, enfin il y a une dimension politique dans ce récit-là. Et c'est juste la réception en fait qui a été hyper différente parce que c'est exactement le même travail hyper formel qu'il avait eu avant. Star Wars, c'est de toute façon, pardon, je fais la parenthèse là-dessus, mais c'est vraiment le mix entre THX 1138 et American Graffiti. T'as le formalisme hyper déshumanisé de THX 1138 d'un côté et l'histoire hyper humaine de l'autre et qui sont fondées en un seul film. En fait, pour moi, Star Wars, c'est l'aboutissement complet de ce que Lucas pouvait faire. Et le fait que le film ait fonctionné, c'est un coup de bol énorme. Déjà, personne n'y croyait à Hollywood. Il est parti en Tunisie shooter ça. Personne croyait que ça allait fonctionner. C'est juste que ça a fonctionné contre toute attente. Et ça a tuer le nouvel Hollywood juste parce que les attentes sont devenues différentes pour les spectateurs. Mais l'idéologie derrière des cinéastes était exactement la même. C'est pas pour rien que Lucas, il était adulé. Mais quand je dis adulé, c'est vraiment adulé par Scorsese, par Coppola quand ils étaient à la fac, par Spielberg. Mais Spielberg, c'est un autre parce qu'on l'accuse d'avoir tué le cinéma des années 70. Mais Coppola et Scorsese, ils sont directement héritiers. Taxi Driver et Apocalypse Now et tout ça. C'était Lucas qui était censé réaliser à la base. Oui, mais ils se sont toujours échangés plus ou moins. Mais ça, il y a plein de gens qui ont fait un peu la part des choses avec Lucas et Spielberg d'un côté et Coppola et Scorsese de l'autre, alors que pas du tout. Lucas, c'est complètement un cinéaste des années 70, sauf avec Spielberg, ils ont inventé les années 80 parce qu'ils ont changé les attentes des spectateurs. Pardon, c'était la pause. Non, mais je voulais juste... Il y a une citation que j'avais justement quand tu parles du fait qu'il soit adulé et tout. Je te l'avais déjà ressenti, Victor, parce qu'on a cette mini-guerre entre nous, Lucas Spielberg, même si c'est plus une blague qu'un vrai truc, ça n'a aucun sens. Mais il y a un moment donné où Lucas montre son premier court-métrage
de fiction, parce qu'il faisait beaucoup de documentaires avant, donc le THX 138 version court-métrage. Donc il le montre à UCLA. Et il y a un tout jeune Spielberg qui vient de réaliser son premier épisode de Columbo et qui va voir ce qui se fait, les nouveaux jeunes et tout. Et il voit les films et tout, il se dit bon, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Et puis il raconte, j'ai vu là THX 138 et il dit, je me suis dit que j'allais arrêter d'être réalisateur parce que tout est là et que je ne pourrais rien faire de meilleur que ça. Mais c'est ce qu'ils disaient tous, hein, tous les cinéastes des années 70, ils disaient Lucas, ça va être le plus grand réalisateur de l'histoire du cinéma. Parce que ce mec avait tout, c'est un énorme intello, et il avait de l'or dans les doigts quand il faisait ses films à la fac. Donc c'est pour ça que ça a surpris énormément les gens quand il s'est lancé dans Star Wars. Bah, c'était juste son petit film à la Flash Gordon, hein. C'est-à-dire que c'était vraiment... il y avait une... Malgré tout ce que tu disais sur les intentions, il y avait quand même l'idée de faire une petite récréation, en fait, de divertissement. Ce qui l'a surpris, c'est vraiment le succès. Et c'est que c'est devenu un empire, en fait, Star Wars derrière. C'est plus une idée d'un cinéma total pour lui. En fait, c'est reprendre tous les arts et les mettre en un seul film. Pour le coup, j'en parle régulièrement, mais pour moi, c'est le premier gros postmoderne de conceptualisation d'un art total. Ah non, moi, j'aurais pas tendance à dire, pardon, mais sur la qualification de postmoderne, j'aurais tendance à dire que, justement, ce que Lucas interroge, c'est la question de néomythologie. Et il va réapprendre ce qui a été fait avant, mais en essayant de recréer une nouvelle technologie, une nouvelle mythologie moderne. C'est le principe du postmodernisme, en fait. C'est des espaces d'immenses collages qui va recréer quelque chose qui est plus que la somme de ses parties. C'est la collision entre deux univers qui ne sont pas solubles à la base et qu'il a réussi la science-fiction et la mythologie, en fait. C'est-à-dire les chevaliers et plein d'autres trucs. Il n'y a pas que ça. Enfin, c'était déjà... c'est postmoderne, mais ça existait déjà dans le pulp, en fait. Il y avait quand même déjà toute une littérature. Oui, il y avait déjà Asimov, il y avait des gens qui avaient quand même déjà... Imaginez en fait des univers. Dans ça, quand je parle de postmodernisme, je parle le casque de Dark Vador, c'est le casque d'un samouraï. Les trois, c'est les trois mousquetaires. T'as les volets, ça vient de Kurosawa. Le texte au début reprend les textes de chevalerie. T'as des emprunts à l'imagerie japonaise. T'as des emprunts, des trucs, des machins. C'est un espèce d'immense collage pour recréer quelque chose de nouveau. T'as la dimension opératique avec le space opéra. Tu as les tableaux, justement, l'utilisation énormément de plans fixes qui est fait pour se mettre dans la picturalité, dans l'art de la peinture. Pour moi, c'est ça le postmodernisme. Il y a énormément de trucs différents. J'en avais parlé, mais je pense qu'Indiana Jones est peut-être un peu plus postmoderne que ne l'était Star Wars dans sa note d'intention. Parce que ça a vraiment été conçu, Indiana Jones... c'est du 100% Lucas, de toute façon, c'est la même... Indiana Jones, ouais. C'est la même... Je pense que c'est pas exactement la même note d'intention de la part de Lucas, et justement, je pense que je te rejoins un peu, Julien, là-dessus, et c'est pour ça que je disais effectivement, peut-être pas exactement aussi postmoderniste. Je pense sincèrement que Lucas, il s'interroge justement sur le postmodernisme plus qu'il ne fait du postmodernisme. Je pense qu'on a souvent dit que, bah voilà, effectivement, c'est une adaptation de Bruce Campbell, le héros aux mille visages, etc. Bruce Mais Campbell. Je pense... Pardon. Joseph Campbell, pas mal. Pardon, Campbell, j'ai oublié son prénom. Du coup, Joseph, merci, Joseph Campbell. Le lapsus révélateur. Ouais, je pense qu'il voit ça et il se dit pas, tiens, je vais essayer de faire un collage en adaptant tel quel, ce que beaucoup de gens ont dit de façon un peu simpliste. Je pense qu'au contraire, il essaye d'interroger la narration possible par l'image. Et en faisant, je pense que ce qui est beau, ce qui a à ce point marché dans Star Wars, c'est qu'il n'y a pas un pet de gras. C'est que c'est un film qui est... C'est un scénario parfait. Ah, mais c'est ça, en termes de narration. C'est le scénario parfait, celui qui est étudié en école, parce qu'il n'y a pas un bout de gras, tout sert. Il y a vraiment. C'est un truc qui a été écrit, réécrit, ce qui n'a pas été la prélogie. Hein, on va pas se mentir là-dessus. Mais ça va pas être le sujet pour le coup. Mais voilà, c'est un scénario qui a été poncé, et c'est même pas le cas de l'Empire contre-attaque ni du Retour du Jedi. Hein, c'est vraiment le premier. C'est peut-être pas un film parfait, mais c'est un scénario parfait. Qu'on accroche. Après, ça a été beaucoup réécrit au montage aussi par sa femme. Oui, énormément. Il y a eu, par Marcia Lucas, ouais. Il y a eu, bien sûr. mais c'est surtout les séquences qui marchaient pas au niveau du rythme.
la cantina, ce genre de choses, où elle a recréé en fait des espaces au niveau du montage, ce genre de choses. Là où Lucas, c'est un très très bon entrepreneur, mais c'est peut-être pas forcément. C'est paradoxal parce que ce mec-là, c'est pas un très bon directeur d'acteur, c'est pas un super metteur en scène, c'est pas un très bon monteur. C'est un scénariste, mais qu'il faut pousser pour arriver à quelque chose d'extraordinaire. Je suis pas sûr que ce soit un très bon scénariste non plus, mais c'est quelqu'un qui a quand même des idées. Par contre, c'est quelqu'un qui a des idées quand même, des idées conceptuelles. C'est un intellectuel en fait presque. Mais c'est pas pour rien qu'il a complètement décentralisé son truc et qu'il a fait réaliser le 5 et le 6 par d'autres personnes. Voilà. Parce que lui, ça le fait clairement chier. En fait, c'est pour ça que je comprends pas pourquoi il est pas passé à la performance capture. En fait, pour moi, c'était le truc où je comprends surtout il fait sa pourquoi il mise a en pas fait scène d'autres après. films après. Puisque l'idée de Star Wars, surtout. c'était clairement de se construire effectivement sa petite structure indépendante. C'était le rêve de Coppola, hein, de faire American Zootropy qui s'est pété la gueule lamentablement avec un peu avant d'ailleurs, on en avait parlé, mais Tucker notamment, où là c'était, en plus ça parle d'un échec, industriel, donc c'était raccord avec ce que vivait Coppola à l'époque. C'était vraiment le film de la dernière chance, et puis Coppola, voilà, il était. Et Lucas, lui, par contre, il a réussi. Il a réussi ce que tous ces mecs-là rêvaient, en fait, c'est de créer sa structure, de faire son Hollywood indépendant. Star Wars, c'est 100% indépendant. Hein. C'est vraiment. C'est le plus grand cinéaste c'est indépendant de exactement l'histoire du cinéma. Ça paraît contre-intuitif, mais c'est le cas. Ouais. Et donc, ce qui est assez amusant, c'est que derrière, il a rien produit, à part peut-être Howard the Duck. En production, c'est quand même assez pauvre, Lucasfilm. Il y a Indiana Jones. American Graffiti 2. American Graffiti, même s'il est moins bien, est quand même intéressant le 2. Mais entre le retour du Jedi et l'épisode 1, La menace fantôme, il y a quoi fondamentalement? Il y a 15 ans. Il a pas bossé sur Conan En même temps, il y a eu Labyrinthe aussi. Il y a eu des... Ah oui, Labyrinthe. C'était Lucasfilm. Il y a eu ça c'est Lucasfilm, ouais. le truc avec les nains, la mince. Willow, Willow. Ouais, ça c'est début 90. Ça. Ouais. Il me Oui. semble. Mais tu vois, il y a 3-4 ans entre chaque truc. Finalement, Ouais, c'est pas énorme. Hein. Mais ça On a reste des l'impression qu'il y a un productions. monde en fait entre les deux, mais Ouais. tu as l'impression surtout qu'il a attendu quelque chose, et ce quelque chose, c'est la sortie de Jurassic Park, et se dire qu'enfin il pourrait faire formellement ce dont il avait envie. C'est faire un truc complètement antagoniste à son premier, et interroger un autre type d'image. C'est pour revenir à la question que tu posais tout à l'heure sur la conception des deux trilogies. C'est vraiment arriver à un truc qu'on connaît. Moi, je trouve ça fascinant, en fait. Le principe même de la prélogie, c'est arriver à quelque chose qu'on connaît déjà, et en fait, regarder 3 films pour quelque chose qu'on connaît déjà fondamentalement. Et ça, je trouve ça le principe super intéressant. C'est passionnant, mais c'est forcément déceptif. C'est ça qui c'est est complètement paradoxal. Je sais pas. Mais c'est exactement ce que tu disais d'ailleurs, Julien. Enfin, ça doit pas être toi qui as écrit l'épisode, mais Bobine sur le Hobbit, c'est fondamentalement Oui, déceptif. c'était Cyril. Et ça, ce que vous en racontez est vraiment passionnant. Et pour moi, c'est exactement la même chose en fait avec la prélogie, et un truc où Lucas en avait plus rien à foutre, plus ou moins, de ce que pensaient les gens, parce qu'il a effectivement il s'est remis non, parce qu'il a en effet viré Jar Jar Binks dans les autres, parce qu'il a entendu que les gens aimaient pas. Mais c'est pas. On en reviendra aussi, mais il l'avait déjà fait sur la trilogie originale en fait. Hein. Faut pas croire que tout était écrit, c'est aussi un bordel sans nom en termes d'écriture. Pour tout vous dire, dans l'univers étendu, les mecs, à la fin d'un Nouvel Espoir, t'avais déjà des comics où Leia et Luke finissaient ensemble. Hein. Personne savait. Dark Vador n'était pas déjà le père de Skywalker. Oui, mais il a tout conceptualisé en fait après la sortie du 4, genre quelques mois ou quelques mois après, c'est devenu. C'est passé de Star Wars à épisode 4 avant la sortie du 5. Je suis même pas sûr parce que. Il a été rebrandé épisode 4. Justement, je m'étais renseigné. En fait, c'est avant la sortie du 5 qu'il a été mis épisode 4. Rebrandé, et parce que le 5 est sorti en tant que épisode 5. Et ensuite, ils ont ressorti en 81, je crois, je sais plus, en tant que épisode 4 au cinéma. Mais il était déjà devenu épisode 4 avant parce que le 5 est sorti épisode 5. Pardon. Mais juste, je me permets, parce que je trouve ça super intéressant qu'on parle de ce qui se passe entre les deux. Justement, c'est d'autant plus pertinent qu'on parle des générations. Il a aussi produit Kagemusha, donc c'est assez. Oui, il a produit vrai. Kagemusha et le dessin animé de Don Bluth. Alors lequel? C'est plutôt Spielberg, ça. Non, Titan AE, c'est. Non, mais parce que. C'est beaucoup plus tard. Fievel. Oui, c'est beaucoup plus tard. C'est les années 90. Ouais.
Mais non, Mais mais c'est justement, entre les deux. il y avait des Vas-y, mentions Albin. dans le chat sur Lucas Game. Et notamment, on parle de cinéma, mais en termes de technologie, il ne faut pas oublier que ILM, bah, c'est son bébé aussi. Enfin, je veux dire, et on parlait effectivement, tu disais, Victor, en termes d'ambition formelle, et ça lui permet de travailler là-dessus. Mais il sait aussi donner les moyens. Et je pense que quand on dit, on a l'impression qu'il n'a pas fait grand-chose, en fait, je pense qu'il a travaillé. Non, mais entre les deux, tu vois. Et ben, il a travaillé, notamment, je pense que le jeu vidéo, ça l'intéresse en tant que tel, mais c'était aussi un moyen pour lui de faire tourner la machine pour travailler sur des CGI. Pareil sur ILM, pareil quand il crée Adobe. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses que souvent on ne le sait pas, mais tout ce qui est Adobe Premiere et tout ce que nous on utilise pour monter, mais ça appartient à Lucas. Enfin, plus maintenant parce que c'est vendu. Mais du coup, c'est ça que je trouve intéressant aussi, c'est qu'il s'est peut-être fort, entre guillemets, retiré du cinéma, on a l'impression en tout cas. Pour se Mais donner les moyens Exactement. de faire la prélogie. Mais c'est ça on l'oublie énormément, on dit ouais mais c'est facile la prélogie, tu fous des images de synthèse et des écrans verts, sauf que c'était quasiment le premier à le faire. Formellement, le projet artistique derrière est complètement dingue, parce qu'on oublie que c'est le mec qui a inventé l'IMAX, c'est le premier mec à avoir tourné entièrement un film en digital, enfin en numérique, c'est le mec qui a inventé le THX, c'est pas Non, pour rien ça, que le c'est- THX s'appelle THX. C'est le film français. Le premier en digital, c'est. Vidoc. C'est Vidoc, tu as raison. C'est vrai. Alors, Non, il y a une bataille en vrai entre les deux. sauf que ça a été commencé avant Oui. le tournage. Enfin, il y a tout un truc où c'est pareil, la première projection entièrement numérique, c'est Lucas. C'est Enfin, il y a Lucas. des trucs, c'est complètement dingue ce que ce mec formellement a Il inventé existait pour le cinéma. des masters 4K de la prélogie avant même que le 4K soit tout simplement diffusable, même pas pour le grand public, mais pour les salles pointues, quoi. Donc il avait déjà quand même anticipé énormément de technologies, de choses comme ça. Et ce que tu disais sur oui, Jar Jar, ça peut être, c'est ce que c'est un mec qui marche dans la merde et c'est Il se mis fait ça péter machin. dessus par un chameau. C'est super un chameau, mais c'est le premier personnage en image de Ouais. synthèse de l'histoire du cinéma. Et ça, c'est un Je truc pense que où- James Cameron a dû se dire fuck. Ouais. Pas moi. C'est lui qui voulait le faire hein, avec Alita. Et je pense qu'il a dû passer un petit coup de fil à George Lucas. Sachant qu'il y a une petite rivalité entre les deux en plus, il y a beaucoup de rivalité avec James Cameron et beaucoup d'autres réalisateurs. Hein. Je sais pas si vous avez vu ses émissions, l'histoire de la science-fiction, où notamment il invite Ridley Scott et il dit ouais vous êtes un de mes fans. Ça, putain. Ridley Scott lui tire la gueule en face parce qu'il se dit ouais petit con avec ton Aliens 2 là. Hein. Mais c'est James Cameron contre le monde entier, de toute c'est façon. un peu ça, ouais. Tout le monde le déteste. Et du coup, Lucas, Cameron a eu envie de devenir cinéaste après Star Wars, hein, ça l'a marqué au fer rouge. Et donc il y a toujours cette petite guéguerre, notamment avec Avatar, où je crois que Lucas avait envoyé un dessin, non c'était à Titanic, où Lucas avait envoyé un dessin où le Titanic coulait et t'avais tous les personnages de Star Wars et c'était bravo James, parce qu'en fait il avait battu le record de Star Wars au box-office ou quelque chose comme ça. Donc il y a toujours un petit dialogue entre les deux qui est assez rigolo en fait au fil des années, et technologiquement il y en a un qui va faire ça en premier, l'autre qui va derrière se dire je vais refaire pareil. Donc c'est voilà, c'est assez marrant, on voit qu'il y a plein de réalisateurs comme ça qui dialoguent, mais pas forcément là où on pourrait le penser en fait, sur les effets spéciaux ou sur des technologies, sur des choses un peu plus souterraines. Si je peux me permettre de revenir sur la question que tu posais tout à l'heure sur les notes d'intention de la prélogie. Justement, je réfléchissais en même temps, et ce que je trouve intéressant, et typiquement moi, ce qui m'attire aussi conceptuellement, pas seulement nostalgique, mais conceptuellement dans la prélogie, c'est que là où Lucas fait Star Wars et la trilogie originale, donc comme on a largement parlé en termes intellectuels, en termes de réflexion, dans la continuité de ces discussions avec ses potos qui sont des masters, je trouve, en tout cas, ce qui est intéressant dans la prélogie, c'est que, comme tu disais, il en a rien à foutre des autres. Là, vraiment, il fait un peu ce qui lui plaît complètement. Et notamment, je trouve que c'est le plus parlant, c'est dans le 2, qui est d'ailleurs honni par énormément de gens. Enfin, souvent, les gens, ils disent, dans les pires Star Wars, il y a, on va dire, allez, le 8 et le 2. Enfin, moi, c'est mes préférés personnellement, mais bon, c'est pas grave. Allez, c'est parti. On met une petite pièce dans la machine. Mais justement, parce que c'est des films qu'on n'a rien à foutre, en fait. Et c'est des films qui interrogent aussi ce qu'on peut attendre de Star Wars. Parce que, bon, j'avoue, petit truc, c'est une réflexion que j'ai déjà faite dans une vidéo. Voilà, bon, c'est pas de l'autopromo, c'est plus pour dire d'où ça vient. Et le Star Wars 2, c'est un hommage énorme aux serials de son enfance. Donc les serials, juste pour rappeler John très vite Carter, fait. il y a tout un passage qui se passe littéralement dans John Carter.
Complètement. avec la reine. Mais juste pour rappeler très vite fait, parce que peut-être que tout le monde n'a pas en tête ce que c'est un serial, c'était les petites scénettes, souvent entre 10 et 15 minutes, qui précédaient les projections de films dans les années 40-50. Qui était sur le format de série. En fait, c'est l'ancêtre des séries pour faire en sorte que les gens reviennent de semaine en semaine, quelle que soit l'affiche au cinéma. Et ça a marqué énormément de gens. D'ailleurs, il y a le film Matinees, qui est un énorme hommage à ça, mais c'est exactement de Jonathan, mais c'est pas le seul. Et évidemment, le 2, ça reprend. C'est plus le double programme matinée, mais enfin, pardon. Oui, t'as raison, pardon. Mais tout ça pour dire que ce que je trouve très beau dans le 2 aussi, c'est que c'est un patchwork ouf. À la fois, c'est un film de good cop, bad cop avec Anakin et Obi-Wan qui font une enquête. C'est à la fois un film de romance, bon, un peu mièvre. C'est à la fois un film de guerre qui traite complètement de la guerre en Irak qu'il y a à ce moment-là, avec les dunes et ça se passe dans le désert. Enfin, c'est quand même extrêmement parlant. Il y a un film de Gladiator, donc qui est complètement dans la lignée de John Carter. T'as un film, en fait, t'as 5-6 Star Wars potentiels. T'as toute une intro qui ressemble à Blade Runner. Enfin, il y a vraiment le côté, comme tu dis, patchwork, qui, pour moi, est plutôt une force en fait du film, alors que comme c'est peut-être celui de la trilogie que je déteste le moins. Le 2, le 3, on en reparlera. C'est plus pour des raisons tout simplement narratives. Enfin, finalement, c'est un film qui essaie de recoller, à mon avis, les morceaux après t'avoir dit je casse Star Wars, c'est facile après de dire bon bah finalement non, on va revenir et puis on va essayer de tout raccorder à la fin. Bah volontairement, ouais, on en reparlera. Il inverse tout. C'est pas pour rien que le premier plan c'est le seul à être exactement inverse à tous les autres de la. Oui. Tous montent et celui-là il descend et c'est pas pour rien. T'as vraiment. Pardon, moi je suis purement formaliste. Mais d'un point de vue, totalement formalisme justement, on revient à un univers d'un seul coup qui est raccordé avec les maquettes. Enfin, il y a pas, on aurait pu accepter une ellipse et d'un seul coup paf, on retrouve les vaisseaux de la prélogie alors qu'il y a strictement rien. L'univers avait complètement radicalement changé dès la trilogie, dès le début de la prélogie. Donc là, d'un seul coup, on n'est plus du tout sur les mêmes types de vaisseaux, on n'est plus sur les vaisseaux gris, on est sur une espèce de Cadillac de l'espace, toute chromée, des vaisseaux avec des voiles. Moi, il y a un truc que j'aime beaucoup dans le deuxième, en fait, et c'est, comme tu dis, Albin, c'est le moment où Lucas dit fuck off. C'est les fameuses bombes. Pour moi, c'est presque j'adore les bombes soniques dans l'espace. Ça, c'est une note d'intention, en fait, carrément, parce que c'est impossible. Et on a toujours critiqué plus ou moins Star Wars, on en parle, je refais aussi ma promo, mais dans l'épisode que j'avais écrit sur le son dans l'espace, comme quoi c'est une convention finalement et c'est quelque chose qui est pas réel, mais que si on l'enlève ça devient super perturbant à la 2001. Et là pour le coup il fait clairement péter un truc qui est pas possible, avec en plus l'effet où tu vois la première explosion et paf t'as le son qui arrive après. Donc non seulement c'est impossible, mais en plus la physique du son elle est complètement et l'effet il est génial. Moi j'aime beaucoup l'explosion puis le son qui arrive après. Mais là, pour le coup, c'est manifeste. Il dit attendez les gars, là, c'est du pulp à 100%. J'en ai rien à péter, en fait, de la science-fiction. C'est vraiment, là, c'est du... Et pour le coup, le 2 s'assume plutôt bien, où il y a des clones, il y a des machins, enfin... C'est un peu un gloubi-boulga. Alors, moi, j'aime bien l'enquête, même s'il y a des trucs, qui servent à rien. Alors, il y a forcément toutes les séquences avec Padmé et Anakin qui sont au mieux gênantes, au pire, quand même. Mais, et notamment le passage où il explique qu'il a zigouillé plein de gens. Il dit oh, pauvre chou. Non, t'as zigouillé toute une tribu entière juste parce qu'ils ont des femmes, des enfants, et tu le dis, ça va, tranquille. L'autre, elle a pas de problème avec ça. Enfin bon, bref. Mais c'est du pur serial en fait. C'est vraiment. Ça reprend exactement les incohérences et les trucs qu'il y avait là-dedans et qui faisaient le pulp aussi. C'est vraiment du 100% pulp. Et c'est ça, il en a rien à foutre. Là, c'est pas, il faut pas chercher. Ouais, mais c'est un truc où c'est un truc où tu pardonnes en fait les soucis d'écriture. Enfin, pour personnellement dans la ça reste généreux. Mais après, c'est vrai qu'on par rapport à c'est très généreux, mais effectivement, le fait qu'on en parle si facilement de ces différentes séquences, la séquence romance, la séquence Blade Runner, c'est qu'on voit clairement les coutures. Après, le spectacle c'est construit en tableau mais ça a toujours été comme ça dès le début. C'est construit en tableau. Excuse-moi, Albin, je te donne la parole après, mais c'est construit en tableau, mais il y a quand même des indices qui disent que c'est quand même bricolé, même au montage.
et notamment la bande son, ou notamment dans la séquence de l'usine, il y a des moments où tu as le thème de Yoda qui arrive, tu sais pas pourquoi. C'est qu'il y a vraiment des... tu sens que même Lucas, tu t'écoutes la BO du 2 et celle dans le film, tu as des petits bouts qui sont collés par-ci par-là, enfin... C'est vraiment pour le coup plus un collage, mais pas comme me pouvait l'être le premier Star Wars où tout était, tu te poses pas la question des références, où là il te saute aux yeux. Et c'est vrai que le début dans Blade Runner je le trouve super chouette, même si je comprends pas la moitié des péripéties. À un moment ils se font électrocuter par on sait pas quoi, enfin. Mais bon, a priori, tu te laisses porter par le flow, t'es dans une ville, tu changes en plus d'environnement, ce qui est plutôt bien dans une franchise de te montrer des nouvelles choses. Donc très bien, bon bah moi j'étais assez acquis en fait au film quand j'avais vu ça. Mais pour le coup je trouve que c'est un peu bricolé quoi. Mais tu sens le truc a été fait un peu à la va-vite derrière, ça n'a pas été vraiment digéré en fait. Bah, Vas-y Albin. je sais pas, pour le coup, je me permets de, justement, déjà, je trouve ça très intéressant le parallèle avec le 4 en termes de patchwork, etc. C'est qu'effectivement, il fonctionne comme un miroir du 4, avec cette idée, justement, on voit les coutures, presque un monstre de Frankenstein, mais qui s'assumerait. Finalement, on est un peu sur du Frankenweenie, vas-y, j'adorerais voir d'ailleurs un Star Wars fait par Tim Burton, produit par Lucas, ce serait formidable, mais bref. Non, ce que je trouve intéressant quand même, malgré tout ce truc de patchwork, bah, c'est qu'au fond, le film quand même reste relativement cohérent et à la fin, en termes de narration, ça se boucle quand même vachement bien. Alors qu'il y a à la fois une intrigue politique assez corsée avec des triples trahisons, on a à la fois une romance qui joue quand même aussi sur le tableau politique, on a l'enquête de buddy movie là, qui, pareil, moi c'est la partie préférée, j'aurais adoré voir un film que là-dessus. On a la Clone guerre Wars de Tartakovsky pour le coup. complètement. Ouais, mais il n'y a pas trop le côté buddy movie, c'est plus juste la baston. Oui, mais cette série est formidable. C'est la meilleure chose qui soit sortie de la prélogie. Hein. Ah ouais. Ouais, en vrai, je suis d'accord. J'aime tellement Tartakovsky. Mais enfin, juste pour finir, je trouve ça assez fou quand même d'avoir 5 films, parce qu'il y a plus ou moins 5 films en fait dans le 2, qui à la fin convergent sur une fin qui est globalement cohérente. Je dis pas que c'est la meilleure façon de ficeler un film du monde, mais c'est déjà, je trouve, un exploit d'arriver à avoir un film qui tient plutôt bien debout et avoir à la fin toutes les branches narratives qui se rejoignent à un endroit, en Irak visiblement, et que ça ouvre vraiment, je trouve que le 2 ouvre déjà plus en fait vers la trilogie originale que le 3 qui finalement, comme tu dis, renoue les morceaux, etc. C'est le programme attendu, le 3, ouais, c'est sur les rails. Je trouve que le 3, en fait, on pourrait presque, de façon conceptuelle, l'imaginer comme faisant partie de la trilogie originale, tellement il est un peu différent dans ses notes d'intention du 1 et du 2. Mais après, évidemment, ça se débat. Ok. Du coup, sur les questions de notes d'intention, alors bon, bah, on est à peu près tous d'accord que... alors, on m'entend de loin apparemment. Là, vous m'entendez bien là quand je parle sur le micro? Nous, on t'entend bien en tout cas. Est-ce que moi, ça change pas trop? Ça change pas trop pour nous, en tout cas, quand t'es loin ou proche, mais peut-être que pour les gens, oui. Ouais, parce que vous êtes peut-être pas sur le même... je vais monter un peu mon micro, hein, donc 1, 2, 1, 2, là vous m'entendez? Bon, je monte pas trop pour pas que ça sature. J'ai peut-être baissé un peu trop tout à l'heure, voilà. Et moi, ça va parce que je suis loin de mon micro, donc juste... Ouais, c'est bon. Okay. C'est bon, je pense. Bah, vous, de toute façon, vous êtes sur le même canal tous, donc tout a l'air d'aller bien. Moi, je suis sur un canal différent, donc voilà. Parfait, me dit Yann G. Bon, bah, c'est parfait, on peut reprendre. Parfait. Donc, sur la question de note d'intention, on peut dire qu'effectivement, la prélogie, c'est un peu le côté miroir. Alors, il y a un truc que je trouve assez amusant, c'est qu'on parlait... Alors, dans le contexte, pour reboucler à ce que j'avais commencé tout à l'heure, l'idée du contexte presque politique en fait, et même cinématographique dans lesquels les œuvres sont sorties. Donc la trilogie originale, elle est sortie donc années 70, Nouvelle Hollywood, elle change radicalement. Alors effectivement, peut-être que les intentions sont là, mais pour les spectateurs, ça change totalement le rapport à la question de divertissement. On arrive vers des chevaliers, des princesses, des méchants, des gentils, quelque chose d'un peu plus... mais à une échelle qui fait que on n'est plus du tout dans les intrigues politiques complexes des années 70. En fait, ils te mettaient pas dans la gueule. Il en parlait, mais sans le mettre dans la gueule. C'est ça. Contrairement aux autres. Alors que ça parlait exactement la même chose. Ce qu'on retient en tant que spectateur, c'est avant tout les vaisseaux, etc. En surface, on va dire. Même pour la prélogie. La prélogie, elle, par contre, arrive à un moment où on attend, en fait, que ce soit du Star Wars, en fait, des intrigues, des chevaliers, des trucs comme ça. Et paf, on arrive sur une intrigue politique. Dans quel contexte? Alors, comment ça se raccorde avec son époque et qu'est-ce que ça peut raconter, finalement, sur cette époque-là? Parce que c'est ça qui va peut-être être intéressant puis de retrouver, c'est
Vous, qu'est-ce que ça vous a ouvert? Bah toi, Albin, du coup, puisque tu es... Mais qu'est-ce que ça t'a ouvert en termes de cinéphilie de voir un truc qui me fascine, c'est quand même beaucoup... Enfin, la prélogie a quand même été ciblée et beaucoup l'ont vu... toi, tu l'as vu à 3 ans, beaucoup l'ont vu gamin. Donc, vous êtes identifié à ce petit gamin... un peu casse-couille, hein, moi je trouve, mais bon, que vous étiez peut-être cool en tout cas. Voilà. Et à un moment, il va devenir un fasciste de l'espace. Qu'est-ce que ça fait au bout de 3 films de se dire, mais c'était mon héros, quoi. Tu étais le Chosen One. Tu étais le choisi, Anakin. Qu'est-ce que ça donne comme rapport finalement à la fiction, à cette trilogie? Parce que on voyait dans la trilogie originale, on voyait Luke Skywalker échouer. L'Empire contre-attaque est déjà un film construit comme un miroir du premier, où on voyait Luke se construire du début jusqu'à la fin, et à la fin être accompli. Dans l'Empire contre-attaque, c'est l'inverse. On le voit systématiquement échouer. On le voit échouer à chaque fois qu'il fait son apprentissage. Il a un nouveau maître qu'il déçoit systématiquement parce qu'il fait n'importe quoi. Le premier truc, c'est qu'il tombe Il arrive, le premier truc qu'il fait, c'est tomber de son espèce de destrier, là. Tauntaun. Oui, c'est ça, le Tauntaun. Ouais. Déjà, rien que ça commence, tu dis, bon, c'est plus le héros, il est en plein doute. C'est d'ailleurs assez marrant parce que le rapport est un peu le même que Matrix Reloaded et Matrix. Où tu vois Neo en super-héros au tout début de Matrix Reloaded et qui arrive à la fin en disant mais qu'est-ce que je dois faire, quoi. Et là, t'as Luke qui est dans la neige en train de dire mais pourquoi, enfin... où est-ce que je dois aller, qu'est-ce que je dois faire aussi, et du coup son maître mentor qui lui apparaît, lui dit tu dois aller dans le système d'Agoba. Et donc il échoue jusqu'à sa rencontre avec Vador où voilà, tout ce qu'il avait appris finalement explose au moment où il apprend que Vador est son père. Spoiler alerte, hein, je pense que si vous êtes là. Et donc il y avait déjà cette construction miroir qui se terminait d'ailleurs plus ou moins pareil en fait avec enfin pas plus ou moins pareil, mais un peu sur une note inversée, quoi. Là où c'était la victoire dans le premier, une victoire. Vas-y. Mais en fait, justement, pardon, termine ce que tu voulais dire. Bah, du coup, pour moi, la prélogie entière essaie d'avoir ce rapport avec la trilogie originale. Ouais. Parce que finalement, il y avait le deuxième, mais après, le retour du Jedi revenait à quelque chose de beaucoup plus solaire et beaucoup plus naïf. Parce que ça se termine littéralement avec des petites boules de poil qui renversent un empire. C'est quand même un peu difficile à avaler quand on a vu l'Empire contre-attaque avant. Donc... il y avait ce rapport beaucoup plus... on restait finalement sur quelque chose d'assez pur, d'assez enfantin, quelque part. Ça spoil, pardon, désolé, mais ça spoil The Boys dans les commentaires. Bon, bref. Ça spoil The Boys. Ouais. Bah, c'est très bien, il faut pas que je regarde. J'ai pas vu, je suis à jour, donc vous pouvez me spoiler, mais vous pouvez parler peut-être d'autres choses, je sais pas. Enfin, faites ce que vous voulez, hein, nous on fait notre discussion, et dans le chat, vous faites la vôtre, tant que vous respectez... Ah oui, d'accord. Bon, bah, super. Pardon, du coup, j'ai coupé. Ouais. Mais... moi, la trilogie, du coup, cette fin, en fait, de la trilogie originale, qui se termine avec des feux d'artifice, et elle m'a toujours semblé insatisfaisante. Et je pense qu'elle a semblé insatisfaisante à beaucoup de gens, ce qui a laissé quand même dans l'imaginaire, et pour beaucoup de fans, en fait, une porte ouverte vers la fanfiction. C'est-à-dire que malgré tout, Star Wars, c'est toujours un univers, enfin la trilogie originale, qui s'ouvrait sur une galaxie toujours plus grande. On avait littéralement Luke Skywalker qui regardait les deux soleils, qui se dit, là je suis dans le trou du cul de la galaxie. C'est d'ailleurs clairement dit, il dit, si il y a un point, le point le plus éloigné du centre de l'univers, bah, tu y es en fait. Ou s'il y a un centre dans l'univers, tu es dans le point le plus éloigné. C'est ce qu'il dit à C3PO. Donc c'est le trou du cul de la galaxie, quoi. C'est la planète des bouseux, les fermiers, ils rêvent d'aventure, et les deux soleils, ça te dit, il y a un univers immense, gigantesque, qu'on ne connaît que par C3PO et R2D2, donc qui lui racontent en fait ce qui se passe de l'Empire. Nous, on a juste la petite scène d'intro. Et tout ça, ça stimule l'imaginaire. Et je pense que l'échec, hein, on peut parler quand même un peu d'échec de la fin du Retour du Jedi, qui ne devait pas du tout se terminer comme ça. Hein. Ça se terminait sur une fin douce amère qui concluait à peu près tous les arcs où Han Solo mourait. D'ailleurs, c'est réparé dans la postlogie. On en parlera peut-être. On bazardera peut-être ça là, dans la conclusion. Mais voilà, il y avait une fin qui a été réécrite par Lucas pour être un peu plus kids friendly, quoi.
Donc, c'est pareil, ça se termine, mais tu dis, mais et alors quoi? Vous mettez quoi après? Qu'est-ce qui se passe? Vous continuez à faire la teuf avec les Ewoks ou vous remettez une démocratie? Il y a peut-être Luke Skywalker va peut-être devenir méchant, je sais pas. Et donc, ça suscitait, je pense, beaucoup de fantasmes et ça a donné peut-être à beaucoup de gens l'envie de eux-mêmes écrire leur propre fanfiction et donc, j'en rebondis et j'arrive enfin, je te laisse après la parole. Sur la postlogie qui, elle, a le rapport inverse. C'est-à-dire que là, pour le coup, ça commence directement dans le centre de la galaxie. Ça ne commence pas dans le trou du cul du monde, ça commence sur Coruscant, avec des personnages de Jedi en plein truc politique. C'est-à-dire que là, pour le coup, Lucas, et je pense que c'est volontaire, fait l'inverse. C'est-à-dire qu'il ferme systématiquement son univers. Il le ferme, alors déjà, il le ferme sur la famille Skywalker, c'est-à-dire que ce qui était immense, plein de personnages potentiels et d'aventures, d'un seul coup devient juste l'histoire d'une dynastie, c'est la dynastie des Skywalker, enfin d'une dynastie d'une lignée, parce que finalement les suites ne vont plus parler que de ça. C'est plus que l'histoire de 4 ou 5 personnes de filiation. Et à la fin, la toute fin, pour le coup, raccorde littéralement avec la trilogie. Il ne peut rien avoir entre les deux. C'est difficile d'imaginer un récit si ce n'est qu'une récit d'une grande stagnation entre la fin de l'épisode 3 et la fin de l'épisode et le début d'un nouvel espoir. Donc moi c'est notamment le plan où on voit Dark Vador en fait regarder la construction de l'étoile de la mort en croisant les bras à la toute fin que je trouve profondément déprimant à dessein. Je pense que c'est vraiment une fin qui est vraiment conçue pour être pas douce amère mais carrément complètement amère. Qu'est-ce que toi, tu as ressenti en fait quand tu as vu à la fin de film que visiblement tu as adoré? Qu'est-ce que ça t'a procuré comme sensation et qu'est-ce que ça t'a donné comme rapport finalement à cet univers Attends, moi ou Victor? Toi, Albin, ou n'importe qui, je sais pas qui veut parler, peut-être Loïc si tu veux commencer, mais Albin, Oui, vu que mais toi tu as bien aimé. Ok, alors Bon courage, juste pour, désolé, non, j'ai fait mais un pour, tunnel. parler pour revenir au tout début sur typiquement l'enfant Anakin et le fait qu'on le voit grandir et qu'on le voit devenir Vador. Et comme je disais, pour moi, Luke, c'est le fils d'Anakin avant d'être l'inverse. Tu vois ce que je veux dire dans l'ordre de découverte et dans l'ordre d'importance pour moi. Et vraiment, ça montre à quel point il y a ce choc générationnel. Pour moi, la trilogie originale, c'est la suite des 1, 2, 3. Et il n'y a pas de question de préquel en fait. Donc pour moi, c'est plus dans cet ordre-là. Et je prends les 4, 5, 6 d'un point de vue appréciation comme du un peu plus dans le même univers, mais qui ne reprend pas exactement mes personnages. Et effectivement, cette fin du 3, ça fait un gros coup. Parce que, encore aujourd'hui, j'ai du mal conceptuellement à me dire que c'est le même personnage, le Anakin joué par Hayden Christensen, que même si on peut dire ce qu'on veut sur l'acteur et sur la direction d'acteur, ok, mais tout ça pour dire qu'il joue un personnage très différent. Et bon, même si le 3 arrive pas trop mal à raccorder les wagons avec le fait qu'il devienne Dark Vador, quand je vois les 4, 5, 6, j'arrive pas à imaginer que c'est le même personnage. Je n'y arrive pas. Et d'ailleurs, bon, même si la série Obi-Wan est vraiment, je l'ai regardée, vraiment, vraiment inintéressante, on va dire. Mais il y a un moment donné, le seul moment intéressant, où Dark Vador se bat avec Obi-Wan et il lui dit, mais en fait, Dark Vador dit lui-même, ça sert à rien que tu parles d'Anakin, Anakin il est mort, je l'ai tué. Une forme de dichotomie, et même comme si la série elle-même, du coup la saga dans son ensemble dans laquelle elle s'inscrit, admettait une forme de schizophrénie. De dire voilà, je l'ai tué. Je trouve ça assez fort comme parole. Et ça revient complètement à ce passage dans le 5 où Luke voit son propre reflet quand il tue le Dark Vador. Mais ça, c'est plus pour faire un petit parallèle. Tout ça pour dire que je pense aussi en termes de génération, ça nous a habitués à se dire que c'était la merde politiquement aussi, tu vois. Je veux dire, avec aujourd'hui, tout ce qui se passe en termes climatologiques, politiques, bon, on va pas non plus rentrer dans un débat c'est la merde, on est d'accord. Matinal sur Mediapart, mais c'est globalement la merde. Et je sais pas, je sais que ça m'a beaucoup aidé aussi dans ma construction politique, et parce que justement, je voyais un petit peu dans le chat, à un moment donné, ça parlait d'enfants, et quel truc est fait pour les enfants ou pas fait pour les enfants et tout, ça parlait notamment les enfants kiffent les taxes commerciales. Sous-entendu, le 1 et le 2 se perdent dans des trucs politiques trop chiants. Et là-dessus, je suis pas d'accord, parce que un des premiers, mais ça en parlait aussi, mais un des trucs les plus importants à faire quand on parle à des enfants, c'est en fait parler comme si on parlait à des gens conscients, pas à des adultes non plus, parce que c'est des êtres conscients, mais à part, dans leur propre développement.
Et je sais que moi, ça m'a aidé à concevoir le vivre ensemble, même avec les dialogues pourris proto-fascistes de Anakin qui fait eh ben, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui décide pour tout le monde. Ce serait trop bien comme ça. C'est un Et peu. donc, effectivement, ça fait très incel qui débattent sur 4chan, mais tout ça pour dire que au moins, je trouve que ça préfigure pas mal de choses en termes de climat politique. Voilà. Bah, c'est pour ça aussi, pour moi, que la prélogie est arrivée quand elle est arrivée. En fait, c'est qu'il y avait un climat politique qui lui a fait faire Star Wars au début, et tu as deux choses qui lui ont fait faire la prélogie. C'est le climat politique, et comme tu en parles dans les résonances de Matrix, cette espèce de truc dans les années 90, on est sûr que ça va être la fin du monde, et ce qui fait que la prélogie est un truc complètement noir et qui finit sur un vide abyssal horriblement déprimant. Littéralement. Vraiment. Et le fait qu'enfin, il puisse formellement faire ce qu'il veut faire. Pour moi, c'est ça, c'est que c'est un mec qui a attendu le bon moment pour avoir un geste artistique dont il avait envie. Et t'as justement cette espèce de truc à la fin, du 6 qui se finit sur une note d'espoir avec peut-être que enfin ça va fonctionner et qui se reboucle sur, en fait, c'est complètement cyclique, et même si tu peux avoir un espoir à un moment, ça va retomber sur un truc absolument déprimant. Et c'est ça que je trouve intéressant, et pour moi, comme j'ai découvert en fait après, c'est un truc qui sont indissociables, en fait, la prélogie et la trilogie originale. C'est construit musicalement, comme de toute façon il est obsédé par le son et la musique et tout ça, c'est construit comme une symphonie, avec des rimes, avec des trucs où tu dis que le premier film est l'inverse du deuxième, et et ça fonctionne que musicalement, et c'est super intéressant à décortiquer comme ça, en fait, Star Wars. Et même les premiers où tu peux finalement, même si tu as des trucs qui vont moins t'intéresser, ça fonctionne que comme une symphonie et un truc complet. Et quand tu dis qu'en fait, effectivement, tu peux pas imaginer quelque chose dans l'univers étendu, quoi que ce soit, entre la fin du 3 et le début du 4, c'est normal, c'est parce que c'est en un seul truc et qui va reboucler sur lui-même. Et à chaque fois que je termine le 6, moi j'ai envie de recommencer au 1, et c'est un truc, moi, qui me fascine dans la construction, dans cette espèce de truc qui se boucle complètement sur lui-même, où tu as 2 mouvements à l'intérieur de 6 mouvements qui vont être fondamentalement antithétiques l'un à l'autre, où tu en as un qui va être beaucoup plus restreint et l'autre qui va se démultiplier complètement. Pardon, je me perds un petit peu, et je trouve ça vraiment fascinant, en fait, la manière dont c'est construit. À nouveau, je parle pour moi, je vais être le côté purement formaliste et penser la conception du truc. Je m'en fous que ça soit bien écrit, mal écrit. Moi, j'y crois pas. Pour moi, c'est la manière dont ça fonctionne qui est intéressante. Et pour le coup, les espèces de démultiplication des planètes, des peuples, même des sabres laser, où tu as le double sabre laser dans l'épisode 1, et après Sidious, il y en a 4. Non, c'est Grievous. Il y a des Wous. Qui parodie après comment ils ont fait la surenchère dans la postlogie et le 7 avec... ils avaient fait c'était carrément chandelier, des croix, il y en avait partout. Sur, mince, comment il s'appelle j'ai plus le nom du personnage, c'est de dire que ça m'a marqué. Adam Driver, voilà, je connais l'acteur, mais plus le personnage. Et la démultiplication qui est mise dans la mise en scène, avec les clones, justement, qui sont en démultiplication, qui parlent de l'utilisation des images de synthèse. Je trouve ça super intéressant dans la conception et dans le climat politique et dans le climat de la construction cinématographique par la création des images de synthèse et tout ça. Et je pense qu'on a un peu tendance à oublier cet aspect-là, qui fait que finalement c'est tout un tout qui se répond et qui se... Juste ce bruit, pardon, c'est pas un aspirateur, c'est mon PC. C'est mon PC qui souffle. C'est le tien. C'est pas le mien, parce que moi comme j'ai augmenté le son, du coup vous devez avoir un bruit de fond. Ah. Parce que moi aussi mon PC fait du bruit, donc si vous voulez avoir ma voix, le problème c'est qu'il faut aussi essayer de rapprocher mon micro. Pardon. Bref, excuse-moi pour la rupture, Victor. Non, mais c'est à peu près fini, j'ai fini mon délire. Non, c'est que marrant, c'est qu'il y a quand même un côté, si on compare les deux trilogies, il y a quand même un côté paradoxal de cette idée dans la prélogie, c'est là où il y a le plus de planètes, de personnages différents, mais comme tu disais, Julien, au début, je crois, l'univers quand même semble beaucoup plus restreint. C'est-à-dire que moi, j'ai moins l'impression de voyager. Et après, je pense que ça vient surtout du fait d'avoir vu les 4, 5, 6 en premier, puis de découvrir
le 1, 2, 3. Voilà, c'est parce que je pense que pour toi, Albin, c'est pas la même, et c'est ça qui est intéressant. C'est que moi, le fait d'avoir vu d'abord d'avoir vu dans l'ordre de tournage, on va dire, il y a quand même un côté, en tant que spectateur, j'ai pas du tout la même approche. C'est que la première trilogie des années 70, il y a quand même quelque chose de très émotionnel, avec vraiment avec une identification totale au personnage, c'est qu'on s'ouvre à un univers en même temps que lui. Alors que dans la prélogie, on a quelque chose. Moi, en tant que spectateur, je trouve ça intéressant, mais c'est uniquement rationnel. C'est pourquoi on en est arrivé à ce point et comment voir l'architecture qui se met en place en termes politiques, en termes de personnages. Et par contre, j'ai quasiment zéro accroche émotionnelle. Mais ce qui ne m'empêche pas attention, grande manœuvre. Excusez-moi, ouais, parce que du coup, en fait, l'ordinateur est là, et je vois plein de gens qui parlent de bruit. Donc je pense que c'est parce que l'ordinateur est tout simplement. Donc je vais mettre comme ça devrait être un peu mieux. Et il y a des enfants derrière, c'est les miens. Hein, donc ils n'ont pas école demain, c'est bientôt. Et les on en vacances, profite, mais... il y a Cinescope qui est là, qui nous fait un coucou. Ah bah, coucou Cinescope. Ah bah, salut. Salut Clément. Voilà. Du coup, je sais plus ce que je disais. Non, mais Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, t'inquiète, pas de souci. Non, mais pour résumer, c'est le côté. Je pense, moi, je les approche vraiment comme ça. Ces deux trilogies. Il y en a une où je suis vraiment un rapport émotionnel et l'autre complètement rationnel de boucler les choses politiquement, de voir comment on va arriver du coup au début de l'épisode 4, et je me projette dans quasiment aucun des personnages. Je trouve qu'on peut pas forcément beaucoup s'identifier, même si on pourrait tout à fait s'identifier à Anakin Skywalker qui devient un méchant. Enfin, ça pourrait être, je sais pas, on s'est identifié à des dizaines de gangsters qui tuent tout le monde. Ça, c'est pas un problème. Là, il n'y a pas forcément d'accroche, mais je trouve ça quand même assez passionnant, le côté rationnel. C'est à la fois c'est la limite du film, mais c'est ce qui donne, enfin de la trilogie, mais c'est ce qui donne un peu son intérêt par rapport qui renouvelle en tout cas l'approche, et au moins c'est au moins ce point qui fait que cette trilogie a une valeur à mes yeux. Ah, bon, j'aurais tendance à dire que c'est pas exactement le point le plus fort de la prélogie, mais c'est bien, ça veut dire que il y a du débat, c'est beau. Oui. Non, mais justement, moi j'aurais vraiment tendance à dire que l'émotionnel est à l'inverse, vraiment beaucoup plus dans la prélogie, parce que de la part de Lucas, en tout cas du réalisateur, producteur, scénariste, en plus il a toutes les casquettes. Enfin, vraiment là, on est à nouveau sur le plus grand cinéaste indépendant de tous les temps, parce qu'il fait tout ce qu'il veut. Et alors que justement, j'aurais tendance à voir, en tout cas dans le 4, puis après, comme en plus il chapeaute vraiment en tant que producteur, cette espèce de conceptualisation intellectualisée et que je trouve qu'on voit beaucoup dans le 4, avec même, encore une fois, formellement, même si c'est pas complètement ma grille analytique, mais ça m'intéresse évidemment. Dans le 4, on a énormément de... Enfin, je l'ai revu récemment, c'est quasiment que des couloirs. C'est quand même assez incroyable à quel point on est... Il y a très peu de décors, hein. C'est ultra Il y a très peu de minimaliste. décors. On est dans des univers ultra étriqués, carrés, comme dans THX. Oui, c'est THX. Hein. Ouais. Et ce que je trouve intéressant, c'est comme si THX, d'un seul coup, ouvrait à balle, et on parlait justement, tu parlais tout à l'heure du fait que la prélogie a plus de planètes, mais semble moins ouverte, etc. Et ce que je trouve très fort dans le 4, c'est qu'il y a une seule scène qui crée Star Wars en fait en tant que Star Wars, c'est-à-dire en tant que space opéra avec sa dimension, c'est la cantina, qui d'un seul coup, en 5 minutes, ça dure 5 minutes. On a 10 000 petites races d'aliens qui interagissent entre elles sur des scénettes de 4 secondes, et ça nous élargit l'univers de fou. Sinon, en soi, je pense que sans ça, Star Wars serait juste des gens qui déambulent dans des couloirs. Surtout que c'est un espace qui est pour le coup créé entièrement en montage, mais pas du tout géographiquement concret. C'est-à-dire que c'est des inserts en fait que tu vas avoir, des petits bouts d'inserts avec les personnes qui déambulent, et tu sais pas tellement où ils sont. C'est juste ça crée en fait cette espèce de concept de la cantina. De fourmillement vivant. Voilà, de fourmillement. Ça donne quelque chose de concret, ouais, effectivement. De concret, ouais, puisque finalement. Et de vivant, quoi. De vivant, ouais, exactement. C'est fou, Albin, on dirait presque que tu as écrit une vidéo juste sur la cantina. C'est vrai. C'est fou, on dirait. Non, mais tout ça pour dire que je trouve que la prélogie a vraiment est plus foutraque dans même aussi son montage, dans plein d'autres choses, mais par acceptation de la part de Lucas du fait qu'il prend, je pense, pas mal son pied à faire plein de choses que il voulait pas faire avant, parce qu'il s'imaginait toujours dans son rôle de cinéaste indépendant, ultra réfléchi, et que là il se dit bon allez, c'est bon, on m'a catalogué de toute façon, allez, je fais des serials. Je sais pas trop. Alors c'est compliqué de spéculer sur les intentions. Moi perso, j'avale pas du tout la narration de Lucas, comme quoi il fait enfin ce qu'il voulait faire à l'époque.
enfin, il a enfin les moyens de faire ce qu'il voulait, puisque globalement, ça a donné la remasterisation de la trilogie qui est catastrophique. Hein, je suis désolé, mais l'épisode 1, non seulement il change le montage, mais en plus, la plupart des effets spéciaux sont rajoutés à la truelle. Je crois qu'il y a, vous avez CGM qui a fait une excellente vidéo en fait sur les remasterisations et qui explique pourquoi en fait les effets spéciaux ont demandé finalement beaucoup plus d'efforts, notamment Han Solo et la discussion avec Jabba le Hutt qui sert pas à grand chose, dont on aurait pu se passer parce que Jabba il intervient que dans le 3e film. Qu'est-ce que tu fais chier finalement à l'introduire là? Bah, c'est qu'ils avaient en plus, vu qu'ils avaient eu des problèmes pour tourner cette scène, ils avaient rebasculé toutes les infos à la cantina. Donc effectivement, ça fait clairement doublon. On a 2 fois les mêmes infos. Alors c'est vrai que ça n'a aucun intérêt de rajouter. Ça n'a aucun intérêt dramaturgique. Enfin, tu sens vraiment qu'il y a le côté, on va étendre de manière un petit peu artificielle pour justifier l'existence d'une remasterisation. Alors au niveau du son, de l'image, très bien, mais par contre au niveau des effets spéciaux, quand c'est pour remonter un petit peu le speeder ou rajouter 2-3 Stormtroopers, à la rigueur, j'ai envie de dire, c'est pas ce qu'il y a de pire. Mais quand c'est pour changer totalement des scènes, je vois pas trop l'intérêt. Donc là, j'ai du mal à avaler l'histoire de c'est ce que je voulais faire à la base. Surtout qu'il en a fait une, puis il en a fait une autre remasterisation. Et à un moment, tu dis mais pourquoi tu sors pas les originaux en fait? Bah c'est tout. En fait, pour le coup, pour moi, c'est l'intérêt. Je vais dire intellectuel qu'il y a derrière, c'est le work in progress où l'un dans l'autre, il n'arrête pas de modifier, de réajuster, de faire. Je trouve ça au contraire. Même si c'est pas réussi, je trouve l'intention cool dans le fait justement d'en faire ce que je disais une symphonie et un truc qui va se répondre et se réajuster et le fait à un moment de dire c'est un truc que je vais retravailler de manière complètement obsessionnelle et c'est aussi pour ça qu'il a rien fait d'autre en fait entre les deux. C'est parce que c'est une espèce d'obsession volontaire. Hein. Je suis désolé de te couper, mais là-dessus, je suis assez d'accord avec la team Capture Mag et Jumi notamment, enfin qui avait pas mal parlé de ça, mais il y a vraiment l'idée en fait de casser l'idée qu'ont les gens de Star Wars, parce que c'était pas forcément celle que Lucas avait initialement. C'est qu'en fait tout un pan des cinéphiles s'est réapproprié Star Wars et quelque part ça lui a pas plu parce que ça lui a échappé Star Wars. C'est quelque chose qui a été complètement c'est totalement le succès de Star Wars l'a complètement pris par surprise. C'est pas quelque chose qu'il avait anticipé. C'est aussi pour ça, c'est aussi pour ça que je rejoins ce que disait Loïc, et justement dans le fait que bizarrement le 1, 2, 3, alors qu'il y a beaucoup plus de choses, paraît beaucoup plus fermé, parce que tu as l'impression qu'en fait avec ça il veut tout contrôler et ne pas et justement contrôler les univers étendus et les trucs comme ça, parce que pour lui on a l'impression qu'en faisant ça il va clore complètement la possibilité d'univers étendu et de rester sur ce qu'il veut lui. Et pas justement que ça lui échappe et pas que ça soit trop grand et rester sur sa symphonie à lui. C'est marrant parce que le clash il est assez unilatéral finalement, parce que j'ai pas l'impression que je sais que les vieux cons comme moi on déteste la prélogie, mais j'ai pas l'impression que l'inverse soit vrai, c'est-à-dire que les fans de la trilogie vont la prélogie vont la défendre bec et ongle face à la trilogie originale en disant c'est mieux, ou alors vraiment peut-être pour la posture, mais je pense que les deux trilogies sont plus ou moins aimé à égalité en fait. J'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment ce rapport de... Après, peut-être parce qu'ils forment plus un tout que y a un truc. Mais là où Lucas a fait une véritable rupture en fait et elle est ciblée en fait contre nous presque. Mais après, pourquoi pas? Oui, je te laisse la parole. Je voulais juste dire justement sur ceux qui aiment la prélogie et ceux qui détestent pas la trilogie. Je peux du coup parler en connaissance de cause. Déjà parce que c'est quand même l'origine, donc c'est compliqué de détester l'origine de ce que tu vas adorer. Globalement, ça n'a pas trop de sens. Mais par contre, il y a quand même, je pense, pour beaucoup de gens de ma génération et qui aiment la prélogie, ce sentiment que c'est ça la vraie œuvre et que la trilogie est un add-on, est un ajout sympa, cool, tout ce que tu veux, mais effectivement à ce côté-là, tu vois, qui crispe, j'imagine vraiment. Mais surtout, je voulais revenir en fait à ce que tu disais, Victor, qui était super intéressant sur le contrôle de Lucas. Et ce que je trouve, et moi c'est un sujet qui me passionne et j'aimerais trop faire une vidéo là-dessus, sur les fan edits. Et d'ailleurs, c'est un phénomène qui a été permis avec Internet et qui a été le premier gros fan edit, c'est Star Wars sans Jar Jar Binks. C'est le premier. Non mais c'est vrai, c'est le premier qui a été largement distribué. Il y avait eu Matrix Reloaded, Desionised, un truc comme ça aussi, qui était l'un des peut-être le deuxième plus
Tu vois, tout est lié. Ah bah tout est lié. Non, mais, et ce que je trouve fascinant dans cette approche-là, qui est quasiment du fondamentalisme de la théorie de l'art, c'est est-ce qu'une œuvre appartient à ses autoristes ou au public? Et au fond, ce que je trouve très fort en fait quand on parle de ce clash générationnel depuis tout à l'heure, on parle aussi de ça. Au fond, de cette question fondamentale de l'histoire de l'art, qui est de dire, attends, mais est-ce que c'est une personne ou est-ce que c'est les gens autour qui la font? Mais c'est presque un happening artistique à ce niveau-là. Hein. Parce que mais Lucas dit pareil. clairement, tous ceux qui seront réappropriés Star Wars, maintenant c'est à moi. Tout ça c'est à moi. Et d'ailleurs, il y a des choses qu'il a fait que je trouve assez malhonnêtes à ce niveau-là. C'est qu'il y avait eu des festivals notamment où ils avaient des vieilles copies de la trilogie originale, donc des copies d'origine, un peu abîmées, mais pas les remasterisées. Et quand LucasArts a eu vent, alors je sais pas si c'est une légende, hein, mais je crois que c'est pas une légende. Quand LucasArts a eu vent en fait de ça, ils ont demandé au festival, non, vous nous rebalancez la copie, on vous balance une copie propre des versions remasterisées. Mais quelque part, à mon avis, il doit y avoir tout un service qui doit d'enquêteurs chez Lucasfilm qui vont récupérer les vieilles bobines et qui les détruisent quoi, pour dire non, ça n'existe plus. On se croirait dans 1984. Hein, et tu parlais du fan edit. Moi, il y en a un quand même que je trouve extraordinaire et quelqu'un à qui on fera peut-être une statue un jour. C'est les éditions déspécialisées de Army, un type qui travaille, c'est un work in progress immense, qui recrée en fait les films originaux à partir de toutes les versions qui existent, donc Laserdisc, etc., toutes les sources, pour créer une version HD de Star Wars. Donc bon, c'est du 720p, mais avec une compression de ouf malade. Enfin, c'est la meilleure version que vous puissiez voir de Star Wars, la trilogie originale actuellement. La moins dégradée possible, alors qu'elle a été retravaillée de partout. Non, c'est sur Disney+, enfin. Sur un smartphone. Parce qu'ils les avaient ressortis en DVD aussi à un moment, hein, quand même, mais un DVD avec des jaquettes immondes et un encodage tout pourra. Enfin, c'était vraiment... c'était en... c'était croppé un peu. Ouais, c'était croppé. C'était du 4 tiers avec des letterbox. Voilà, letterbox. Foutage de gueule. Enfin, tu vas pas me dire que quelqu'un comme Lucas, qui est à cheval sur les formats, sur le son, etc., il balance les films fondateurs finalement de sa légende. Il balance ça en croppé, moche. Enfin, c'est du foutage de gueule, quoi. Ah bah oui. Et d'ailleurs, juste sur les fan edits, si je peux en recommander deux, il y en a un, c'est Star Wars 8, non le 7, pardon, mais comme si c'était Academy Ratio, muet, comme si c'était un film des années 30 qui dure une quinzaine de minutes, c'est formidable, et ça marche vraiment bien. Et le deuxième, c'est Backstroke of the West. C'est en gros, c'est un rip-off de Star Wars 3 avant qu'il sorte au ciné en Chine, traduit littéralement de l'anglais au chinois. Et des gens sont amusés à le retraduire littéralement du chinois à l'anglais. Et surtout, des gens formidables et que je bénis tous les jours, se sont dit, eh ben, on va le doubler avec les sous-titres qui ont été retraduits automatiquement 3 fois. Et du coup, ça donne des trucs merveilleux. Regardez, s'il vous plaît, Star Wars 3 Chinese version ou Backstroke of the West, c'est le titre. Et t'as des merveilles, quoi. Genre, Obi-Wan qui fait « He is in my behind ». Enfin, genre, c'est... Et avec des vrais doubleurs. C'est-à-dire c'est des vrais doubleurs qui font un vrai travail pour essayer de rendre épique des phrases qui n'ont aucun sens. Je vous recommande. C'est dispo sur YouTube, 2h30. C'est très très bien. C'est très très bien. Ok. Je sais pas comment rebondir là-dessus. Non, mais je trouve que l'idée d'appartenance est assez... moi, je sais pas après si c'est quelque chose sur lequel on peut critiquer comme démarche, parce qu'effectivement, elle est quand même ciblée sur les spectateurs. Du coup, ça peut être légitime pour nous, spectateurs, de dire Georges, excuse-moi, mais on pense sincèrement que t'es un connard d'avoir fait ça. Après, qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce qu'il en fait, en fait, de cette réappropriation? Parce que moi, c'est plus ça qui m'a longtemps fait cringer, avec lequel j'ai fait la paix. Pendant longtemps, pour moi, Star Wars, la prélogie, c'était pas du Star Wars. C'était des mauvais films qui crachaient à la gueule de la trilogie. Pour moi, maintenant, c'est plus que des mauvais films. Donc c'est déjà pas mal. Merci. Mais j'arrive pas. Le premier, honnêtement, à chaque fois que je le revois, je me dis, c'est pas possible. Enfin, des péripéties qui servent strictement à rien, mais on n'est pas là, effectivement. J'ai le droit de dire ok boomer, effectivement. Mais il y avait il y a quand même cette idée un peu à ce que Burton avait fait finalement avec Big Fish, quoi, et le côté vraiment on va cracher à la gueule d'un public qui pensait que j'étais ça, puis je vous dire non, je suis pas ça, et t'as envie de dire mais mec, enfin quoi. Et il y a cette idée de reprendre en fait des mains la trilogie Star Wars des mains des fans,
Alors, est-ce que la nouvelle génération s'est réappropriée? Est-ce que finalement, vas-y. C'est pas exactement ce que ont fait les sœurs Wachowski avec Matrix 2 et 3, Pas se du tout. réapproprier en disant ce que vous en avez pensé, c'est pas ça. Surtout Pas le 4. vraiment. Surtout le 4. Non, quatre. le 4. Ah non, le 4 pour le coup, pas du tout. Le 4, c'était des films qui sont des ouvertures en fait. Et c'est des films qui invitent du coup à se réapproprier systématiquement l'univers de Matrix. Qui dit, c'est pas grave si c'est pas ce que vous aviez compris. Et Ah ce bah qui est attends, assez le- amusant, c'est qu'elles l'ont rendu manifeste, notamment avec Animatrix, qui est sorti entre Matrix et Matrix Reloaded, et qui était littéralement, on disait, bah, n'importe qui, enfin, on va prendre pas n'importe qui, non, on va prendre des auteurs qui nous ont inspirés, des Kawajiri, enfin, on va prendre des gens qui nous inspirent, et des gens talentueux, et raconter quelque chose dans l'univers de Matrix. Mais pas forcément quelque chose qui soit... Et en fait, Matrix... Enfin, ça y est, attends, vous m'avez lancé sur un Ouais, sujet c'est sur vrai, Matrix 4. sur Ça Matrix, fait bon. un an que j'en parle quasiment non-stop, quoi. Ouais, Et, non, mais c'est pas. je fais ma petite parenthèse. Victor Victor, c'est ta faute. Voilà, faut le blâmer lui. Hein, pour Je mets le une fait. pièce dans la boîte. Une pièce dans la boîte, ouais. Mais Matrix 4, pour le coup, c'est un film qui dit justement réappropriez-vous Matrix et surtout ne l'essentialisez pas. La trilogie Matrix, c'est un film qui dit non, ce n'est pas un film d'action et d'effets spéciaux. Non, c'est pas ça. Ça va être autre chose. Ça peut être autre chose. Pour autant que je le sache, elle aurait pu faire une comédie musicale avec le 4. Les fans auraient hurlé de la même manière. Mais elle t'aurait dit on peut faire ce qu'on veut dans l'univers Matrix. Je peux faire une comédie romantique si je veux. Je peux C'est faire. le principe même de la Matrix. Et c'est le principe. Il y a littéralement des gens qui sont en train de brainstormer autour de Matrix en disant oui, non, mais c'est un truc sur le crypto-fascisme, c'est quelque chose de. C'est une allégorie trans. Et à la fin sur les chats. Et sur les chats. Et t'as Lana qui dit oui, c'est tout ça, mais c'est pas que ça. Donc c'est vrai que quand j'entends dire c'est des films d'action, enfin. Là où Star Wars, pour le coup, la prélogie, me donne l'impression, peut-être à tort, mais me donne l'impression de te dire non, tout ce que t'as aimé dans Star Wars, en fait. Ce n'est plus ça, on évacue la trilogie originale. D'ailleurs, je l'efface littéralement de la surface de la planète pour la remplacer par une version beaucoup plus soluble dans la prélogie. Alors, il y a encore de beaux restes, hein, on va pas se mentir, mais la version remasterisée raccorde quand même énormément avec la prélogie. À la fin, on a Coruscant, on a des trucs, Ouais, même dans la Inside tonalité. Planet, ouais. Voilà, Mm. même dans le rythme d'ailleurs. Et donc, il y a cette idée quand même T'as de Anakin casse. aussi, enfin. Voilà, mais il y a une idée quand même de casser une œuvre originale. Là où les Watchos, pour le coup, n'ont toujours eu que l'idée de l'étendre. Après, ça a déjà été le cas de, si on peut se permettre, déjà dans la trilogie originale, de refaire des choses entre les films. Par exemple, et c'est mon drame absolu, bon, c'est minime, mais c'est les redoublages français. Et qu'on perde le Millennium Condor, qu'on perde c'est vrai. Yann Solo, qu'on Yann. perde Chic Tabac. Z6PO. Désolé, Z6P. Non, mais Chic Tabac. D2R2, c'était pas R2D2, ils l'ont et le- remplacé par D2R2. Et on balance la gomme, Chico. On balance la gomme, Chico. Je suis orphelin. Et j'ai la chance, et je sais pas d'où elle sort cette édition DVD. Franchement, je sais pas pourquoi. J'ai dû acheter à un moment donné, début des années 2000, une intégrale qui avait les deux trucs. Il y avait à la fois le remasterisé et sur un autre DVD. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi elle s'était acceptée. Il y avait la version originale, non retouchée, avec le doublage original de 77. Et je l'ai toujours et je le chéris. Et je suis en mode putain, mais merci. Parce que c'est introuvable aujourd'hui. Bah, il Mais existe ça sur a les été versions déjà- Army, t'as les versions françaises, en fait, c'est la version originale, il me semble. Hein, avec Mais le Medagog, Work Chico. in Vas-y. Progress, il était déjà là dès la fin de l'épisode 4, en fait. À partir du moment où il a renommé, avant la sortie de l'épisode 5, l'épisode Star Wars en épisode oui. 4, il commençait déjà les réécritures. Et c'est le Bah, truc, c'est pas, ça date pas des remasters, ça date de. Mais déjà il y a de toute 80. une narration de Lucas aussi, et je voyais des gens dire que Rafik Djoumi a fait beaucoup de mal aux commentaires sur. Alors, permettez-moi de vous recadrer un peu là-dessus, mais c'est quand même quelqu'un qui a bossé une bonne partie de sa vie de journaliste sur Star Wars, donc qui a quand même, qui a remis un petit peu enfin, là où Lucas s'enferme dans un discours officiel en disant non, j'avais pensé à une prélogie dès que je faisais le 4, ce qui est complètement faux en fait. Hein. Voilà, des mecs comme Djoumi, c'est quand même des types qui écrivaient l'histoire de Star Wars telle qu'elle est vraiment, pas telle qu'elle est fantasmée ou telle qu'elle est réécrite par Lucas. Parce que Lucas refait lui aussi une narration autour de Oh. ça. Hein. Ouais. Encore une fois, Complètement. le Dark Vador n'était pas le père de Luke à la fin d'un Nouvel Espoir. Luke et Leia n'étaient pas frères et sœurs. Tout ça, c'est arrivé après. Et vous regardez dans l'Empire contre-attaque, la justification, elle est pour avant.
T'as le fantôme d'Obi-Wan. Ouais, Oui, non. non, mais d'un certain point de vue, j'avais raison. Notre gueule, d'un certain point de vue. Ah oui, puis au fait, l'autre, c'est ta sœur, là. Quoi? T'en as d'autres des comme ça? Enfin, Oui, excusez-moi, bah. mais voilà. Donc, bon, il faut aussi remettre à un moment les pendules à l'heure. Lucas, c'est pas l'alpha et l'oméga de Star Wars. Et c'est ça aussi qui pour moi, le problème de Lucas. C'est qu'il s'est rendu compte qu'il n'était pas l'alpha et l'oméga et il a essayé de revenir au centre. Tout en essayant de casser quelque chose qui finalement, il se rend compte qu'il déteste. Moi, il y a une interview que je trouve absolument déchirante, mais assez évocatrice du rapport de Lucas à Star Wars et peut-être de Lucas à ses fans. C'est au moment où il y a eu la vente de Lucasfilm. C'est quelques mois peut-être à l'annonce en fait du set, peut-être après la sortie, je sais plus exactement, mais c'est une interview où en fait il explique clairement qu'il a, c'était ses enfants Star Wars et puis il les a vendus. Il dit j'ai vendu mes enfants, puis il y a une pause, un moment. C'est limite, il se rend compte. Mais il a regretté super rapidement. Hein. Quand il traitait Disney de négrier, juste 5 mois après la vente, c'est une immense erreur. La vente, c'était pas aussi un moyen de tuer définitivement Star Wars? Peut-être. Parce que c'était l'ennemi de Disney. C'était clairement, il s'est toujours mis en faux. Enfin, pour lui, c'était le contre Disney, quoi. Il était la force opposée. Donc le vendre à Disney, comme tu disais, où il n'avait pas forcément des mots tendres, c'est quand même sacrément symbolique. Moi, c'est le truc que j'ai jamais compris sur quelqu'un qui a de manière obsessionnelle rebossé sur l'œuvre de sa vie, vu qu'il a jamais rien fait d'autre en fait. Bah. Et c'est ça, c'est un truc que j'arrive pas à conceptualiser en fait, la vente à Disney. Parce qu'il n'y a pas d'édition spéciale de War the Duck. Mourir Lucasfilm en fait. C'est peut-être pour pas voir mourir Lucasfilm. Il a revendu Lucasfilm et il y avait dedans les Star Wars, mais c'était évident c'était clairement Star Wars qui était le refaire, centre du oui, mais c'était évident qu'ils allaient refaire. Ça, c'est un truc que je comprends pas. Okay, mais... Quand tu vois Zemeckis, quand tu vois Zemeckis qui a fait en sorte d'enterrer complètement Retour vers le futur pour que jamais plus personne y touche, ça, je trouve ça. Enfin, pour moi, ça c'est un truc. Ils ont fait une série quand même. Animé. Oui, mais la série animée, c'était gentil. Et un jeu vidéo qui se. Le jeu vidéo a été réalisé par Zemeckis pour le coup. Et non, il a complètement enterré pour que jamais au cinéma on revienne là-dessus. Et c'est un truc. De toute façon, il n'est plus possible en franchise ciné, oui. Mais en parlant d'ailleurs de trucs qu'il n'arrive plus à soutenir, enfin qu'il a complètement enterré, et je voyais la référence dans le chat, comme ça on en aura parlé, le Holiday Special, effectivement, le fameux... la famille de Chewbacca. C'est ça, la famille de Chewbacca, voilà, effectivement, il l'avait bien produit, avec Luke qui sortait d'un accident de bagnole, qui pouvait jouer comme ça. Voilà, on en aura parlé. Je sais plus qui en a parlé, mais... Alors, il a essayé de le supprimer, hein, pour le coup, dans le truc... work in progress et tout, il a essayé pareil de supprimer toutes les copies en existence. C'est incroyable quand même, à ce point de vouloir contrôler, quoi. C'est ouf, hein, ouais, cette espèce de contrôle freak là. C'est presque un peu flippant. Et surtout d'avoir confiance de s'enfermer là-dedans. Ce qui est assez amusant, c'est que c'est raccord finalement avec le parcours d'Anakin, quoi. C'est qu'à la fin, il devient littéralement tout ce qu'il détestait. Il devient un race fasciste. C'est complètement conscient, je pense, dans le parcours du héros. En plus de dire au spectateur, tu vas t'identifier avec cette personne qui est en fait moi, qui est devenue la part sombre. Et je trouve ça super intéressant dans le côté hyper autobiographique du truc, dans la première et dans la deuxième trilogie. Moi je trouve ça fascinant, hein, le côté tu vas t'identifier avec le méchant parce que le méchant c'est moi et voilà comment je suis devenu ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'en plus ça se transparaît clairement dans l'œuvre, mais lui-même en interview il le dit clairement, je suis devenu mon père, je suis devenu un marchand de jouets comme les autres. C'est dingue à quel point il le conscient, enfin ça se transparaît dans ses œuvres, mais aussi il le dit de manière littérale en interview. Et il est devenu Dark Vador qui a vendu son empire. Littéralement, il a vendu à l'Empire Galactique en le vendant à Disney. C'est l'espèce quand limite intellectuellement, tu peux le voir comme ça, où il a finalement franchi le pas et il est devenu Dark Vador lui-même. Ça suppose qu'à la fin, il va y avoir une rédemption. Du coup, si on continue. Peut-être que s'il se remet au cinéma et qu'il faisait quelque chose genre simili Star Wars, mais sans utiliser évidemment rien de la licence, peut-être, je ne sais pas. Sauf qu'il a plus rien. Il a vendu Lucasfilm, il a vendu son indépendance, il a tout vendu. Il a plus rien. Je pense qu'il pourrait trouver facilement, à mon avis, oui.
Mais je vois mal revenir avec quoi que ce soit. Il a surtout plus rien artistiquement. Oui, non, je pense que c'est trop tard là. Là, c'est Mais fini. justement, c'est ce qu'on disait de Dark Vador dans le 6. Là, il essaie de revenir avec un truc complètement dingue. Mais... Il faudrait plutôt qu'il y ait un jeune Coppola, il a réalisateur tourné quand même. qui refasse du Star Wars en bien et qui ramène Lucas En producteur. voilà, en producteur. Mais c'est foutu. Enfin, l'exploitation de la franchise, on en parlait au début. Ce que je trouve assez ahurissant, c'est que elle a jamais été autant exploitée en fait, la franchise Star Wars. L'univers a jamais été autant étendu. Il a jamais autant paru aussi fermé autour de 4 ou 5 personnages. Là, on peut peut-être commencer, sauf si vous voulez qu'on revienne un peu sur la prélogie, mais on peut peut-être ouvrir un peu sur la trilogie, la nouvelle. Mais sur l'exploitation de Disney, pas seulement sur les... Parce qu'on va tous être d'accord, oui, c'est de la merde, machin, mais... Moi, le résumé, mais génial. Bah, je sais pas, globalement en tout cas, le 9 a l'air de faire l'unanimité contre lui, et je vois pas vraiment ce qu'on pourrait défendre dans ce bordel. Moi, j'ai même pas réussi à le voir jusqu'au bout. C'est quand même le seul Star Wars que j'ai pas vu jusqu'au bout, parce qu'en fait, j'avais de la vaisselle à faire. Mon fils regardait et il comprenait rien. Et je dis bon, je comprends rien, je vais faire la vaisselle. Puis mon fils, moi t'inquiète pas, papa, moi non plus je comprends rien. Ok, bah écoute, continue à regarder. Dis bon, qui c'est qui est mort, qui c'est qui est vivant. Ouais, alors lui il est mort, mais il est revécu. Puis après l'autre il est remort, mais on sait pas qui. Ok, bon, très bien. Bah, c'est un bon résumé. Donc ouais, quand t'arrives au moment où c'est censé être la conclusion de 9 films et t'en as rien à péter de ce qui se passe à l'écran, je pense qu'il y a peut-être quand même un problème. Au-delà de la conception même du film, et un problème tout simplement d'exploitation de la franchise. Et là, j'ai mon micro qui doit saturer un peu des fois. Le Mandalorian, à la limite, faisait un peu illusion sur quelques épisodes avant d'arriver sur une écriture relativement femblarde. John Favreau. Attends, on t'entend dire du bien de John Favreau là aujourd'hui. Ouais, alors sur la note d'intention, hein, parce que moi j'aime beaucoup l'idée d'avoir Lone Wolf and the Cub dans l'espace, hein, dans l'univers Star Wars. Puis de prendre un personnage, bon alors, qui ressemble énormément à un personnage ultra célèbre de la trilogie, mais à Boba Fett, mais Ah merde, je croyais qu'on parlait de Jar Jar. mais d'en faire quelque chose. Puis bon, t'as le en fait, c'est Jar Jar, etc. C'est ça. D'ailleurs, pour revenir sur Jar Jar Binks, t'as quand même des théories aussi. Tu parlais de fanfiction, mais t'as la théorie la plus populaire, c'est que Jar Jar Binks est le Seigneur Sith derrière tous les. Mais complètement. C'est assez fabuleux. Mais ouais, l'exploitation de la franchise, pour le coup, il y avait ça qui était à peu près original, qui proposait à la limite un univers Star Wars qui revenait. Attends, juste, excuse-moi Julien, il y a un bot qui spam de la merde. Bah, alors on va le... Désolé, je te le... Masquer l'utilisateur. Je me permets de te prévenir. Ouais, Naked Extreme... Ok, bah, casse-toi. Pardon. C'est bon, vous le voyez plus? Oui, c'est bon. C'est la première fois. Oh, on devient célèbre. C'est la première fois qu'on a des bots. Ah oui, en effet. Hop là. Je dois voir les caméras qui freeze. Merde. C'est bon. Non, mais sur Skype, Ah si, ça y est, c'est bon, c'est revenu. Bon, tout va bien. On respire. Ok. Je reviens là-dessus, je remets ma fenêtre. Voilà, c'est bon, on touche plus à rien. C'est bon. C'est bon. Il n'y a pas trop de problèmes techniques ce soir, c'est bien. Il y a un tout petit peu, mais... je parlais donc du Mandalorian. Pour moi, c'était au moins un pitch intelligent. Tu revenais non pas à des univers Star Wars, mais plutôt à la note d'intention de base, c'est-à-dire d'aller piocher dans le cinéma asiatique. Donc Lone Wolf, manga et ciné, les adaptations de Lone Wolf et Cub, le vieux guerrier qui trimballe un bébé dans un couffin qui est à peu près aussi redoutable que lui en fait. Et rapidement en fait, ça retombe dans le lore. Alors chaque épisode est construit, t'as littéralement l'impression que c'est que des quêtes annexes, C'est-à-dire bon faut aller chercher tel objet pour faire tel truc, donc... Moi j'ai eu ça dès l'épisode 1 en fait. Dès l'épisode 1 ça m'a fait chier parce que je me suis dit j'ai l'impression d'être dans un jeu vidéo. Il y a un peu ça dès l'épisode 1. Je me suis accroché en fait sur la note tension. C'est la seule série que j'ai réussi à voir en entier de Star Wars. J'ai essayé Boba Fett mais c'est une catastrophe dès le premier épisode. C'est super cringeant. Tu le vois en plus, numériquement ils le font courir un moment parce que tu te rends compte que l'acteur est même plus capable en fait. Et Obi-Wan, malgré Ewan McGregor, qui est plutôt un bon casting, McGregor en Obi-Wan, c'était pas une mauvaise idée, c'est une bonne idée. Fun fact, lui, il a pas l'air d'avoir trouvé que c'était une si bonne idée que ça.
Apparemment, il a fini en dépression après le premier, je crois, ou un truc comme ça. Enfin, il y a un moment où il est un peu sombré dans l'alcool et apparemment, je sais pas, hein, mais j'ai lu que ses attentes en fait de jouer dans Star Wars et ce que ça a vraiment été, c'était pas du tout la même chose. Ah, mais Tu il a le vois se détesté, faire hein, chier son, sur les fonds verts comme ça, attendre pendant 3 plombes. Et je me souviens notamment d'une séquence où on lui avait annoncé le nom de la suite de Star Wars, donc l'attaque des clones. Il n'était pas au courant et tiens, en fait, monsieur McGregor, le nom est sorti, puis il éclate de rire parce qu'il est sérieux, c'est vrai quoi, c'est vraiment l'attaque des clones. Et quand tu comprends que c'est vrai, c'est genre merde, putain, je vais encore signer pour 2 films. Mais bon, toujours est-il que voilà, pour la série, c'était plutôt un choix de casting. Enfin, moi, a priori, j'étais content de le voir revenir, mais ça a l'air, les retours sont tellement négatifs. C'est vide, c'est tout simplement ça en fait. Je veux dire, on parlait justement, et à juste titre, au-delà de l'écart dans notre temporalité à nous, entre la trilogie originale et la prélogie, bah du coup si on renverse ça dans la chronologie de la diégèse, il y a aussi, c'est le principe même que ce soit un statu quo, qu'il se passe rien. C'est même, enfin c'est même pas une note d'intention, c'est un prérequis formel et narratif. Du coup, c'est quand même vachement couillu. Déjà ils avaient fait avec Rogue One qui reprenait en fait des prémices du 4 et s'en sortait pas trop mal, même si bon, je suis pas un énorme fan, moi j'aime pas trop le film, mais je sais qu'il y a plein de gens qui adorent et je comprends que des gens aiment bien. Mais par contre sur la série, c'est quand même ouf de se dire attendez, on va prendre le personnage qui n'a pas bougé, qui ne bouge pas pendant 17 ans, c'est le principe même d'Obi-Wan, de se dire ok, on va lui faire des trucs. Et c'est pas possible. En fait, c'est tout simplement pas possible. Et bah, c'est pas possible. Voilà, tout simplement. Comment résumer ça, voilà, Parce que le 3 se termine, c'est un ermite en fait, indirectement. Donc bon. Le début de Obi-Wan, c'est relativement. Il y a des pistes intéressantes. Il y en a 2, notamment. Il y en a une sur le fait que ce soit un Jedi qui vit une vie merdique et normale de travailleur prolo qui travaille à la chaîne et tout sur Tatooine. Et t'es en mode genre bon, pourquoi pas. C'est intéressant de le voir. Littéralement enterrer ses rêves dans le sable de Tatooine, sachant que c'est du sable de Tatooine que va ressortir toute la trilogie originale. Enfin, ça, je trouve ça intéressant en termes de matrice, du fait que Anakin parle tout le temps du sable, etc. Bon, ça fonctionne assez bien. Et tout son trauma, c'est quelque chose qui a été très vite évacué. On n'en parle pas trop dans les films, mais du trauma de l'ordre 66, je crois que c'est ça. Et il y a tout le temps des flashbacks où on voit Obi-Wan qui est littéralement traumatisé du fait que son petit frère soit devenu le fasciste suprême de l'univers, quoi. Enfin, c'est quand même assez dingue. Et alors c'est évidemment utilisé à la truelle, parce que sinon ce serait pas drôle. Mais je trouvais que c'était assez intéressant d'explorer ça. Mais bon, je vous rassure, ça ne va pas plus loin que ça. Et je vous déconseille de la regarder. Hein. Vraiment, c'est assez amusant de voir que l'exploitation de la franchise telle que la conçoit Disney, c'est en fait... c'est pas d'enrichir l'univers, c'est d'exploiter des éléments de fanservice. Même Rogue One, moi perso, ça aurait pu être un film intéressant dans sa narration si les enjeux n'étaient pas évacués au bout de 10 minutes. Si l'héroïne allait vraiment chercher la vérité sur son père plutôt que les plans, ce qui aurait pu être à la fois l'enjeu émotionnel et le MacGuffin du film, puisqu'à partir du moment où elle sait que non, bah en fait j'étais gentil, et puis paf, maintenant tout le reste c'est plus que de la manutention, faut aller chercher. Et puis Mads Mikkelsen. Puis en plus, tu prends Mads Mikkelsen pour le faire jouer rien, pour l'évacuer. Enfin bref, pour moi, c'est pas un bon film, mais c'est surtout, en fait, c'est une idée un peu bizarre. C'est une idée de fanservice. La manière dont on l'exploite. Alors, c'est bien, c'est pas bien, j'en sais rien. Moi, vieux con, hein, encore une fois, il y a des gens qui disent si vous aimez pas Mandalorian, c'est que vous êtes mort à l'intérieur. Peut-être, peut-être que c'est vrai. J'ai du mal à le croire, mais peut-être. Permettez-moi d'avoir un avis contraire quand même. Mais pour Rogue One, on va vraiment exploiter une petite phrase dans l'épisode 4 et puis on va en faire tout un film. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce qu'on avait vraiment envie de savoir comment beaucoup de botanes sont morts pour nous ramener ce truc? Ok, ça suffit en fait. On n'a peut-être pas besoin d'avoir un univers là-dessus. En soi, peut-être qu'on peut avoir d'autres histoires dans Star Wars. Vas-y. Ouais, non, c'est juste, en fait, on en revient même quasiment à la même problématique que pour la prélogie. Ah ouais. Le truc de préquel, au lieu d'ouvrir l'imagination,
de vouloir expliquer, du coup, de tomber dans un truc relativement rationnel, aller à un point A, à un point B déjà connu, c'est-à-dire que les 2 points sont déjà connus et même on peut très bien imaginer ce qu'il y a entre eux. Et là, ils sont toujours dans la même. Moi, j'ai vu aucune des séries, donc je pourrais pas en parler plus, mais on a l'impression que c'est la logique de remplir les trous et de surtout pas tenter une ouverture. C'est juste de remplir les trous et se dire et si, de remplacer les conversations de bistrot où on se dit ah comment ça s'est passé ça, bah tiens on va vous en faire un film et c'est Sachant quand que même la première trilogie, d'ailleurs, telle que Lucas l'avait annoncé, je m'en souviens, assez tôt, avant même que le film ne soit commencé, les premières rumeurs et ce qu'il avait dit, il me semble, c'était que ça c'était censé se passer 1000 ans avant, donc pas avec les mêmes personnages. Ouais. Et ça, moi, c'est quelque chose que j'aurais bien aimé voir. Et tu peux le lire en tout cas, parce que Oui, voilà. maintenant ça a été effacé par le canon et tout, mais globalement il y a des trucs super cool autour de ce développement de la Première République et tout. Et globalement, l'univers étendu de Star Wars permet aussi à beaucoup d'auteurs justement d'avoir pu faire des choses super cool dans cet univers-là, mais sans le patronage direct de Lucas. Donc là-dessus d'ailleurs, un petit coucou à un ami, Captain Tabouret. Qui est un vidéaste ciné mais spécialisé sur Star Wars et qui fait des super vidéos autour de ça. Ouais, c'est ça, un très fan évidemment, mais qui a aussi l'avantage d'être beaucoup de recul et beaucoup d'esprit critique et qui fait beaucoup de vulga, si on peut parler de vulga autour de l'univers étendu de Star Wars. Pardon, petite parenthèse. Ceci dit, là, il y a en pleine poussette qui dit quelque chose d'assez judicieux dans le chat, qui dit la prélo a quand même énormément étendu l'univers et on peut pas reprocher à Lucas. On peut pas reprocher à Lucas toutes les œuvres faites depuis qu'il se goinfre. Non, c'est sûr, je le reproche pas à Lucas. Bah, après, c'est lui qui l'a vendu, donc on pourrait peut-être aussi. Mais c'est aussi pour ça que je mets peut-être pas forcément la prélo au même niveau qu'un Rogue One ou que toutes les séries actuelles qui vont exploiter des petits bouts de temps, qui vont exploiter les blancs en fait de la trilogie plutôt que de raconter une nouvelle histoire, qui vont juste dire bon on va combler les trous en fait de là à là. Ce qui est un petit peu le truc le plus casse-couille, je trouve, en fiction actuellement. On l'a aux jeux vidéo, je pense, les Final Fantasy ou genre de. Enfin, Final Fantasy 7, par exemple, là, il faisait toute la suite autour du 7, où ils expliquaient ce qui s'était passé avant, ce qui s'était passé pendant, ce qui s'était passé. Donc il y a des trucs alternatifs. Au bout d'un moment, tu dis, on s'en bat les couilles. On s'en fout complètement. Voilà. Mais pour le coup, moi, c'est ce que je reproche énormément au 7, en fait, c'est de rien essayer de faire de nouveau, c'est de reprendre exactement la même structure, exactement les trucs. Le 8, on l'aime pas, mais au moins il pète tout et il essaye de proposer autre chose. C'est au moins il y a une idée derrière et après c'est du troll, derrière le 9 il pète tout ce que le 8 a fait pour essayer de remettre au chausse-pied l'histoire des Skywalker et tout ça. Et je trouvais ça au moins intéressant dans le 8, c'est qu'il y avait un truc un peu plus lucasien dans le 8 que dans le 7 et le 9. Mais lucasien, je dirais même Lucas, mais du début. Oui, complètement. Et pas du tout le Lucas, justement, perverti du côté obscur. Oui. Mais parce que justement, il y a toute cette scène que je trouve vraiment, pour le coup, merveilleuse, en termes de mise en scène et en termes de dialogue, où Yoda fout le feu au vieux livre Jedi et tout, et justement, qui encapsule complètement... C'est l'intention du 8, pour le coup. Oui, mais justement, c'est la scène clé, en fait, qui résume le truc de dire... D'ailleurs, j'ai fait un mème tout à l'heure là-dessus, mais sur les textes sacrés, et Yoda qui fait en mode genre, mais tu comprends pas qu'en fait, les Jedi, donc sous-entendu Star Wars, ben, c'est pas de l'exégèse à partir de choses gravées littéralement dans le marbre. Ce qui d'ailleurs est intéressant parce que c'est gravé dans le marbre et en même temps il n'arrête pas de retoucher dessus, mais bon, mettons que on n'est pas à une ambivalence près. Et je sais que ça a été énormément reproché au 8. Mais justement, c'est là où j'ai vraiment eu un sentiment, après très longtemps, de me dire oui, putain, enfin, on reparle de ce que ça peut être Star Wars, c'est-à-dire, avant toute chose, un univers dans lequel on va se projeter, en fait. C'était surtout ça, la force, cette mythologie-là, comment dire, pour filer la métaphore sidérale, ce trou noir qui va t'aspirer. Enfin, c'est ça que je trouve assez dingue dans Star Wars, c'est à quel point ça t'aspire presque, que tu le veuilles ou non. Et même, bon, pour Loïc et pour Victor, qui vous êtes un peu moins, malgré tout, même sans être aussi fan qu'on peut l'être, malgré tout, d'être attiré par cet univers, je trouve ça. Il y a peu de sagas qui le font à ce point. Il y a des gens qui disent j'aime pas la fantasy, j'aime pas le Seigneur des Anneaux, point barre. Mais alors tout le monde va quand même un peu être avoir un peu de, comme dirait Johnny, on a tous en nous un peu de Skywalker. Pour moi, le 8 après c'est quand même un film extrêmement dysfonctionnel dans la mesure, pour moi c'est pas le deuxième volet d'une nouvelle trilogie. Ah non, c'est un film indépendant. D'ailleurs la fin se termine et c'est
c'est une note d'intention, mais pour le coup, c'est un troll, hein, je pense, de Rian Johnson, quoi, qui dit clairement, bah, de toute façon, c'est foutu. Donc, moi, ma conclusion, ça va être une fin ouverte. C'est le petit gamin avec son balai qui balaye tout seul. L'idée que la force peut revenir n'importe où. Et c'est presque une volonté. On parlait tout à l'heure d'un jeune réalisateur à la Skywalker qui viendrait faire la rédemption de Lucas. Pour moi, elle est peut-être un peu dans cette scène finale. Alors, j'ai Aurélien de notre équipe a une vision peut-être un peu différente de ça, mais en disant que finalement, on est peut-être aussi piégé et enfermé dans cet univers Star Wars, qu'à un moment, il faudrait peut-être que ça meure. Je sais pas, je voyais dans le chat, mais c'est un petit moment quelqu'un qui disait est-ce que c'est encore possible de refaire quelque chose comme le 1, 2, enfin 3, 4, 5 et même dans une autre mesure, j'ose pas dire une moindre, mais c'est mon avis, hein, mais dans une autre mesure, le 1, 2, 3, est-ce que c'est possible de refaire une grosse trilogie comme Lapsus, t'as dit 3, 4, 5. Hein. Ouais. Ah, 4, 5, 6. Bon, je suis paumé dans la chronologie. Bref. De refaire une grosse trilogie comme ça, je pense pas. Je pense que maintenant, ça y est, l'univers, il a été. Faut passer à un autre univers, faut faire une autre franchise, une autre. Mais de toute façon, c'est pas une trilogie. La post-logie, c'est pas une trilogie. Ça n'a pas été conçu comme une trilogie et ça n'a même pas été conçu comme des films. Hein. En termes de production, c'est pareil, on saura jamais trop ce qui s'est passé. Je pense que comment Disney, elle s'appelle la productrice là qui a tout chapeauté? Kathleen Kennedy. Voilà ça. C'est pourtant terrible, hein, Kathleen Kennedy. Attends, c'est une excellente productrice. Bah oui, c'est ça que je comprends. Il est revenu le bot. Un autre. Décidément. Il faudrait. Tu peux pas nommer quelqu'un mono? Bah, bloquer temporairement, masquer l'utilisateur. Bah, je vais masquer et supprimer. Bah, tant pis, je vais faire au fur et à mesure. Bon, là, on va peut-être pas non plus s'éterniser, hein, donc. Mais non, j'ai pas pensé à la modération. Bon, nous, généralement, l'été, on est à 100 personnes. Là, c'est quasiment 350, hein, donc. Bon, je suis pas habitué à voir tout le monde. Hein. Star Wars, c'est l'effet Star Wars. C'est l'effet Star Wars, ouais. Mais on pourrait peut-être aussi parler un petit peu, même si on s'écarte un tantinet, mais quoique vu l'attrait de Lucas pour tout ce qui va être le vidéoludique, du développement autour des jeux vidéo. Enfin, je sais pas, je me permets, je sais que c'est toi qui as le fil, normalement, je lis de l'émission, mais ça me fait penser tous ces moments, ces entre-deux, au dernier Jedi Fallen Order, qui est un proto-Uncharted, mais qui a au moins l'intérêt, pareil, ça me faisait penser à ce truc du gamin qui relève la force, qui relève le balai, parce qu'il y avait cette idée de dire, bon, bah, même entre le 3 et le 4, au-delà de dire que c'est un temps mort parce que la vie des Skywalker est en temps mort à ce moment-là. C'est l'idée de supprimer, de dire il y a d'autres personnes, il y a d'autres histoires, il y a d'autres gamins qui rêvent, qui sont dans le trou du cul du monde et qui rêvent et qui ont un potentiel. Et on peut se libérer des Skywalker et on peut. Je reviens juste vite fait sur. Et après on parle là-dessus. Je reviens sur Kathleen Kennedy 2 secondes. Pardon, je vois dans les commentaires quelqu'un qui dit qu'effectivement c'est un bouc émissaire. Oui, c'est vrai. Hein, je suis pas sûr que ce soit vraiment Kathleen Kennedy le problème en fait de la nouvelle saga Star Wars. C'est quand même quelqu'un d'extrêmement talentueux. Non, c'est de sortir un film tous les 2 ans avec des productions et des mecs qui sont virés, qui reviennent, qui repartent. Solo par exemple, c'était Lord des Miller au début et ça comment. Ça aurait dû être Lord des Miller. Ça aurait dû être Lord des Miller initialement. Ils ont été remplacés, ils ont été lourdés et remplacés par Ron Howard. Ron Howard. Donc voilà, vous avez quand même des modes de production qui sont assez compliqués, des films. Bon, je pense que ça vient plus de là. Donc pour le jeu vidéo, revenons donc du coup à l'univers étendu en jeu vidéo. Donc, non, juste sur Fallen Order. Si je peux conseiller Fallen Order, c'est plutôt sympa. Alors l'histoire est plutôt linéaire, il n'y a pas trop de soucis, mais ça parle effectivement de toute cette question d'héritage. Notamment, on est déjà dans un univers, on va dire, trilogie originalesque, avec les univers, les ennemis, etc. Mais il y a toute cette idée de qu'est-ce qu'on peut faire à partir de là. Et c'est quelque chose qu'on retrouve déjà dans la trilogie originale. C'est qu'est-ce qu'on fait à partir d'une situation qui semble sans espoir, en fait. C'est d'ailleurs toute la force de Un Nouvel Espoir. Le titre, enfin bon, je fais de l'évidence extrêmement forte là. Mais du coup, enfin voilà, c'est juste, ça me faisait penser ce coup du gamin là, parce que le pitch de Fallen Order, c'est il y a une liste de courses de tous les gamins de la galaxie qui sont cibles à la force. Les méchants veulent la récupérer, les gentils veulent la protéger, et à la fin, en fait, ils comprennent que pour la protéger, la meilleure façon, c'est de la détruire. Donc, je trouve ça par contre assez fort aussi en termes de refermer l'univers, tu vois, pour que ça colle. C'était parce qu'il fallait que ça colle en termes de diégèse avec ce qui se passait, parce que maintenant, on est dans un univers étendu où tout doit être canon.
Ça, c'est depuis 2011, je crois. Il y a eu. Avant, c'était merveilleux, entre guillemets, l'univers étendu. C'était tu fais ce que tu veux. De toute façon, c'est pas forcément canon. On s'en fout. Ce qui arrive derrière. Beaucoup ça. Hein. En fiction en général. Moi, je vois la saga Godzilla, par exemple, ça peut changer de ton, de tout et n'importe quoi. Ah putain. Et j'arrive pas à le virer définitivement. Non, mais c'est des. C'est pas le même à chaque fois. Ouais. Là, c'est un truc un peu différent. Putain. Masquer l'utilisateur. Allez, casse-toi, connard. Et puis, il y en a plusieurs. Voilà. Putain, la vache, quoi. Bon, bah, il va falloir qu'on nomme des modérateurs, un de ces quatre. Je connais personne dans le chat, donc je suis désolé. Hein. Je sais pas, pousser tes lettres depuis le début, j'en sais rien. Non, moi j'en connais quelques-uns, si tu veux. Mais... Ah, ouais, je ferai au fur et à mesure, et puis tant pis. On fera alerte bot. De toute façon, ça fait combien de temps qu'on parle? 2 heures? Ouais, ça va. 2 heures. Petite moyenne. Non, moi je suis assez d'accord avec toi sur l'univers étendu. Je pense que le jeu vidéo, enfin, c'est quelque chose. L'univers Star Wars, j'aime bien le voir s'étendre en fait, mais il y a un truc qui était aussi un peu à la mode jusqu'à ce que ça s'écrase, hein, avec deux de mes marottes favorites, donc Matrix avec les Animatrix et Van Helsing, où il y avait eu la volonté de faire des séries animées. Il y avait à l'époque. Waouh. J'ai vu ton truc derrière là. C'est pour ça. Là-bas, là. C'est le comics. L'édition collector, mon gars. Waouh, magnifique, je la veux. Bonsoir Anthony Pazona qui est dans le chat. Ah. Salut Anthony. Salut Anthony. Et qu'est-ce que je racontais? Oui, je parlais de Van Helsing. Je vais mettre une petite pièce aussi. Quelqu'un dit le record c'est 4 heures. Ouais, non, peut-être pas. Ouais, non. 2 heures, ce sera pas mal. Oui, il y avait cette volonté de faire des univers étendus, enfin cross-média à l'époque, c'était ça. Donc il y avait Internet qui explosait, l'idée c'était d'étendre ça sur des comics, des jeux vidéo, ce genre de choses. Donc d'étendre un univers en série animée, tout ça. Donc là vous avez le comics Van Helsing, vous voyez, ça n'a pas marché. Maintenant ça ne se fait plus trop, et Star Wars l'avait fait un petit peu. Star Wars l'avait fait notamment avec la série Clone Wars qui a été remplacée par Clone Wars qui n'est pas du tout la même série. Alors il y en a qui disent que c'est bien. Moi j'avais tenté de regarder l'espèce de truc de 3 heures, j'ai trouvé ça horrible. Donc je sais pas, peut-être que... La série 3D? Série 3D, ouais. Non, enfin moi ça me branche pas à des masses hein, de ce que j'ai vu. Bon, il y en a plein qui m'ont dit si, il faut s'accrocher. Bon, ouais. Je suis désolé, j'ai d'autres choses à regarder en ce moment. Par contre Clone Wars c'était une excellente extension en fait dans cet univers-là. Et surtout que ça racontait des histoires alternatives, ça profitait pour le coup d'un creux entre deux films en disant là on va pouvoir aller sur d'autres terrains et de revenir à quelque chose d'un peu plus, c'est Tartakovsky quoi, donc un peu plus poétique et un peu plus mythologique aussi quoi. Enfin on a tous ce souvenir de la pluie sur les sabres laser, c'est un truc assez ouf dans n'importe quelle trilogie. Les sabres laser c'est quelque chose qui est censé faire 1000 degrés, en fait les mecs ils transpirent même pas, ça fait juste un peu de lumière. Mais globalement, t'as une source de chaleur, t'as quelque chose qui devrait interagir et qui n'interagit quasiment jamais avec l'environnement extérieur. Bon, voilà. Mais je dis juste si je peux me permettre encore une fois une aparté sur cet univers étendu. Et justement, tu disais sur tout ce moment transmédia qu'il y a eu dans les années 2000 qu'on a, je sais pas pourquoi, perdu au fur et à mesure que les moyens se développaient. Et il y a un moment, donc Star Wars très. L'idée de contrôle, hein, je pense tout simplement. Non, mais en fait, c'est possible. Mais juste dans les années 90, fin des années 90, avant que que le 1 sorte, il y a eu un projet chez Lucasfilm de faire un film sans film. C'est-à-dire on va faire tous les produits dérivés qu'il y aurait s'il y avait eu un film, mais il n'y a pas de film. Ça s'appelle À la poursuite de la carbonite. Et en gros, tu vas avoir des BD, des livres, des jeux vidéo, des pins, des figurines, enfin tout ce qui pourrait exister, et chacun profitant de la spécificité de son médium. C'est-à-dire que tu vas avoir tel personnage qui va être le personnage principal du jeu, donc ça va être un contrebandier face au Yann Solo parce que ça va bien avec le gameplay, avec le fait d'être en first-person shooter, etc. Mais ça va être un personnage secondaire des livres parce que dans les livres, on développe la psychologie des personnages. Donc là, on va plutôt avoir Luke, etc. Et en fait, ça s'intercale entre le 5 et le 6. Et je trouve cette idée ultra ouf, tu vois, en termes de développer. Attends, ça m'a perturbé. de développer un univers comme ça et de faire un film sans film. Enfin bref, voilà, c'est juste pour parler de Shadow of the Empire. Merci. Voilà, Shadows
The Empire. Et donc c'est un film qu'on pourra jamais voir, mais il y a tout pour voilà, c'est juste de se Il y a dire eu un que jeu vidéo ou est-ce que c'est relié après? Parce que sur. c'est celui-là, c'est ce jeu vidéo. D'accord. Ah oui, d'accord, ok. Sur Nintendo 64. N64, ouais. C'est celui-là même. Et du coup, tu peux avoir que un, voir ou lire que un de ces trucs-là, ça te suffira en tant que tel. Hmm. Mais sinon, tous ensemble, ils forment comme une toile interconnectée. Et, et avec même carrément, oui, ils en parlent, une BO faite pour le film qui n'a pas eu lieu. Enfin, Mais c'est ça quand qui même- est intéressant, c'est d'avoir du coup la spécificité. La spécificité de chaque médium pour raconter des histoires qui ne sont pas forcément racontables. Je voyais quelqu'un qui disait que Clone Noir de Tartakovsky, c'est pas possible en film. Ben, c'est tout l'intérêt en fait de la série. C'est tout l'intérêt de passer par des petits comic strips qui étaient assez courts au début, qui duraient de 3 minutes. 2-3 minutes, ouais, avant de s'étendre et devenir des épisodes avec des dialogues, des choses comme ça un peu plus longs. Et c'est bien en fait que ça change même un peu l'univers, que ça raconte quelque chose d'assez différent, que ça étende finalement les possibilités de narration plutôt que d'essayer de combler les blancs en fait, tout simplement. Tourné en boucle. Tourner en boucle. Se combler les blancs, c'est un peu le truc le plus triste, je trouve, en termes de cinéphile. Enfin, Ouais. c'est un truc. Et puis je le attends, vois beaucoup. Ouais. En plus, c'est un super jeu de mots. Combler les blancs. Est-ce que c'est pas aussi quelque chose d'un point de vue politique, d'extrêmement combler les blancs, il n'y a rien qui va. Bon, je dis ça, on est tous les trois blancs. Hein, mais, Tous les quatre, ouais. tous les quatre, pardon, excuse-moi, tous les quatre. Oui, Mais non, c'est vrai non, que je non, pense que ça aurait aussi, pareil, c'est un sujet qu'on n'a pas trop abordé, mais par exemple, la prélogie a plus de représentativité en termes de diversité bon, tu me diras, la trilogie, c'est facile, il n'y a que un noir. Mais enfin, tout ça pour dire que je pense que pareil, étendre un univers tel que Star Wars qui peut l'être, ça peut aussi être l'étendre pour que ça touche et que ça représente beaucoup plus de choses. Peut-être. Ça, c'est quelque chose que Marvel commence un peu à faire. Mais après, le truc, c'est que ça se faisait de manière beaucoup plus fluide dans les années 90 aussi. Hein. Ça, c'est quelque chose qui a. Bon, je ne vais pas arriver là-dessus, mais actuellement, on parle de woke Hollywood, tout ça, mais non, en fait, Hollywood fait de la com. Je suis désolé, ouais, on revient un peu là-dessus, mais on est clairement sur des choses qui passaient crème dans les années 90 où tu avais des héroïnes blagues, des choses comme ça. Tu avais des films qui, pour le coup, en termes de représentativité, ne se prenaient pas la tête. Il y avait un James Bond avec Michel Yeo qui était l'égal de James Bond et on n'avait pas des paniques morales autour de ça comme on l'a eu avec le dernier. Et pourtant, l'héroïne dans le dernier, là, qui est censée être l'égal de James Bond, elle apparaît 10 minutes dans tout le film. Vous regardez Demain ne meurt jamais, c'est autre chose. C'est un vrai duo dans Demain ne meurt jamais. C'est un vrai duo. Le duo est complet, quoi. Et pour le coup, Michel Yeo, tu la vois vraiment être Michel Yeo, faire des arts martiaux, jouer, enfin, pas à 100% de ses capacités. Il faut aller voir Everything Everywhere All at Once pour la voir. Hein. Parce que c'est quand même une putain d'actrice et pas que. Et voilà, c'est. Quant à Michel Yeo, tu l'exploites de bout en bout. Donc bon, voilà, dans les années 90, on se posait peut-être pas forcément ces questions-là. Donc actuellement, voilà, je pense que Star Wars est arrivé à ce moment-là, mais maintenant, tu vois, la réaction qu'il y a eu devant Finn ou les petits light-right, oh mon dieu, un noir dans Star Wars. Putain, mais les gars, sérieux, on en est vraiment encore là, quoi. Donc bon, ou le personnage de Rose dans l'épisode 8, qui est pour le coup un peu comme Jar Jar Binks, quelque part, malheureusement, c'est un personnage qui était plutôt attachant, je trouve, dans Elle était trop cool. Qui s'en est mangé plein la gueule, qui a cristallisé toute la haine des fans en fait contre elle. Et l'actrice l'a très mal vécu. D'ailleurs, petit pont, Ahmed Best, dont je parlais au début, donc l'acteur qui hein Pardon. Viser la lune. Bah, ça c'est Star Wars aussi la lune. L'acteur qui non, Ahmed Best, l'acteur qui jouait il est tard, c'est normal. L'acteur qui jouait Jar Jar Binks, du coup, qui jouait la doublure de Jar Jar Binks et la voix. A très très mal vécu le backlash et récemment dans une interview il disait même qu'il a failli se suicider quoi. Enfin il y a eu des tentatives de suicide, des trucs comme ça. Il disait que ça l'a poursuivi durant toute sa carrière. On est presque pas loin d'un traumatisme comme l'acteur de Thème de Patrick Sébastien quoi, qui 20 ans plus tard apparemment, c'est ce qu'il t'en parle, c'est déchirant parce que ça a presque ruiné sa vie. Donc ouais, t'es quand même sur des trucs des comportements assez toxiques qui étaient très très ciblés. Oui, Jar Jar, c'était un comportement toxique, mais c'était une créature en image de synthèse. Donc pour le coup, Ahmed Best, quelque part, il aurait pu peut-être un peu passer entre les gouttes. Après, lui, il a quand même été très très impliqué dans ce rôle. Enfin, ça lui a quand même fait du mal, mais peut-être moins que l'actrice dont c'est la tête. Et maintenant, où est-ce qu'on va la revoir dans quel film, quoi. Donc c'est vrai que c'est... Il y a une toxicité des fandoms qui a été alimentée
En fait, les fandoms ont été alimentés des années 2000 aux années 2020. On est clairement là-dedans. Hein. Ouais. Tout le monde se barre au fur et à mesure. Non, les fandoms ont été... en fait, on les a mis sur un piédestal. C'est-à-dire que c'est peut-être là aussi l'exploitation de la nouvelle trilogie, de la franchise Star Wars telle qu'elle est faite par Disney, est assez révélatrice de ça, comme l'exploitation de n'importe quelle franchise chez Disney en fait. C'est qu'ils vont d'abord aller voir chez les fandoms qu'est-ce qu'on peut faire ou pas. T'as l'impression en fait que les séries sont conçues en allant voir les fanfictions. Et donc on donne de l'importance à des gens dont le travail n'est pas de concevoir des histoires. Tout au plus de s'en inspirer, peut-être d'étendre, mais on confie plus vraiment ça à des créateurs. On essaie de créer un consensus qui va plaire à tout le monde. Et la nouvelle trilogie, ça marche pas. C'est un consensus qui va plaire à tout le monde. C'est vain. Enfin, c'est même comment dire, contre-productif. Enfin, ça n'a aucun. Enfin, bref, bon, c'est évident. Bah, se tirer une balle dans le pied, et je crois qu'on l'a tous vu. L'épisode 9 se tire une balle monstrueuse dans le pied, en essayant notamment de réparer littéralement toutes les critiques du 8. Mais après, ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans toutes les exploitations de franchises. Hein. On a fait notre dernière vidéo sur le Superman de Zack Snyder. Entre Man of Steel et Batman v Superman, vous avez littéralement eu des notes de production qui dit bon bah les gens gueulent parce que vous avez détruit une ville et vous avez fait comme si c'était cool. Bon, il y a un plan dans Superman, dans Man of Steel à la fin où t'as une nana qui se lève dans un champ de ruines total où tu supposes qu'il y a des millions de morts dedans parce que personne n'a pu évacuer. Et il y a 3 personnes dans un pauvre gravat et dit oh, il nous a sauvés. Non, mais il vous a pas sauvé, il a juste oublié de vous tuer là. Il n'y a pas de caillou qui vous est tombé dessus, vous avez vu du cul, c'est tout. Donc là, c'est assez rigolo comme truc, c'est presque parodique quoi. Donc voilà, maintenant les sagas, ce genre de choses ne sont plus écrites à partir d'une volonté, enfin, jusqu'à ce que James Cameron revienne avec Avatar. Mais voilà, on a plus cette idée d'étendre une histoire sur 3 films, mais plutôt d'essayer de capturer l'air du temps au doigt mouillé et d'essayer de coller à tout ça. Dès lors, quel intérêt ? Quel intérêt en fait même le 8 finalement fait partie de cette mouvance-là, puisque c'est un épisode presque indépendant qui te dit que de toute façon la trilogie n'ira nulle part et partie de rien, et qu'au milieu, voilà ce qu'on aurait dû faire. Donc t'as des films qui sont construits en réaction, alors ça peut être très intéressant à analyser, mais par contre en tant que spectateur, c'est quand même compliqué. Vas-y, tu voulais rebondir. Ouais, non, je voulais juste dire, ça me faisait encore penser cette histoire de fandom et de structuration carrée jouée sur des attentes. Et c'est aussi un truc dans le lore de Star Wars, tout ça. Bon, moi, je me perds très vite fait, mais il y a beaucoup de critiques autour de l'ordre Jedi qui est souvent présenté comme unilatéralement bon. Mais aussi, et c'est pour ça que par exemple Qui-Gon Jinn est censé être un peu un apparatchik, enfin un mec un peu sur le côté, parce que c'est aussi une forme de bonté qui vient au prix d'une structure extrêmement lourde, extrêmement forte, avec des gamins qui sont enlevés à leurs parents immédiatement. Et je voyais un commentaire de la poussette sur le fait que les fandoms, c'est l'amour face à la haine, et ce qui est quand même un des thèmes fondamentaux de Star Wars, même si c'est relativement simpliste. On va dire, c'est simple mais pas simpliste. Enfin, c'est ça que je trouve intéressant aussi dans Star Wars, c'est que ça aborde souvent des choses très simples, mais jamais de façon gnangnante ou quoi. Et tout ça pour dire que ça me fascine à quel point Star Wars est un médium autoréflexif en fait. C'est un peu notre pain et notre beurre à nous les vidéastes cinéma de dire que des films parlent de films en fait. Je veux dire, c'est quasiment 80% de nos twists analytiques de vidéos. En fait, ce film, ça parle des films, ça parle de cinéma, c'est fou. Mais Star Wars, c'est le maniérisme. Hein. Tous les films parlent de cinéma en fait. Voilà. Mais à partir d'une certaine époque. Mais justement, le fait que ça traverse les époques Star Wars et que ça traverse différents fandoms et tout, et ça finit par être tellement protéiforme que ça adresse en lui-même ça crée autant de problèmes qu'il ne lui répond entre guillemets. Tout ce qu'on a pu aborder est abordé aussi. C'est l'intérêt aussi justement de la prélogie face à la trilogie originale, c'est que le signe renvoie au référent et le référent au signe, et t'as un truc vraiment fascinant à faire là-dessus, parce que tout ce que tu vois dans la prélogie, en fait, tu sais déjà à quoi ça se réfère, et en fait, dès que tu as un signe, tu as le référent, et comment est-ce que tu vas développer ce signe-là dans ton film, alors que tout le monde sait que ça correspond à quelque chose parfaitement. C'est là-dessus intellectuellement, moi c'est là-dessus que j'aime la prélogie en fait.
C'est le travail qu'il y a derrière sur quand tu développes un truc, bah, pardon. Bah non, mais c'est intéressant. Ouais, ouais. Vas-y, développe. Ok. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ou est-ce que vous voulez qu'on conclue du coup? Je sais pas. Qu'est-ce qu'on pourrait dire comme mot de la fin? Ah, t'as ton petit Yoda, c'est ça? Ah, juste la tête en plus là. Oh, c'est creepy. De loin, je crois que c'était bébé Yoda quand tu l'as approché. Putain, Non, il est trop bien, il a des cheveux et tout, c'est trop cool. Voilà. Là, voilà, il t'étrangle à distance, comme il le fait dans le 5. Donc, on a quand même 2 gros fanboys. Hein. Ah, ouais. Il y a du matos là. Il y a du matos. Bah, je pense que vraiment, on a tellement tout brossé en termes de films, de jeux vidéo, de livres, de prélogie, postlogie. On a même parlé de Solo. On a réussi à parler de Solo. On a parlé de Solo. Ah bon, On a parlé. quand même. C'est Ça a rude, été mais. évoqué, je crois. Ah oui, si, on a parlé de Rapidement. Lord et Miller, oui, effectivement, vite fait. Ouais, est-ce qu'il y a un truc de Star Wars qu'on n'aurait pas mentionné? Le Le bouquin sur le Jedi Noir est vraiment très très bien. Pour le coup, dans des recos. Ah oui, comme Throne, c'est ça, c'est la trilogie. Ouais, oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est vraiment Alors, ça. en termes Et de- si je peux conseiller un truc, c'est Alors, je me permets, toi qui. Ah non, bon, pardon. c'est ça. Je sais pas si c'est trouvable encore. C'est un recueil de textes par Pierre Berthaumieux. Et pour le coup, qui assassine Rafik dans les premiers trucs, le pauvre, il s'en rend plein la gueule. Mais c'est super intéressant, justement, sur le côté un peu analytique. Et on va au-delà de. On va sur qu'est-ce que Star Wars, qu'est-ce que c'est en tant que film expérimental, en fait, tout simplement. C'est super intéressant. En termes de petits trocos de livres aussi, alors sur du lore, il y a celui qui retrace la vie de Palpatine, justement avant l'épisode 1, qui est franchement pas mal. Vraiment, c'est relativement bien écrit, ce qui est rare quand même pour des livres comme ça d'univers étendu. Enfin, c'est souvent du roman de gare. Or là, c'est plutôt bien écrit et ça développe beaucoup des questions de lore et politique, etc. Tout ça, je le conseille. Et malheureusement, je l'avais emprunté à la bibliothèque, je ne l'ai plus. Mais la biographie de George Lucas, pas la première, la deuxième, qui est beaucoup plus critique, mais qui est aussi beaucoup plus intéressante. Et à ce niveau-là, je peux aussi vous conseiller ces courts-métrages étudiants qui sont super cool. Ah oui. Et un peu après, parce que, donc justement, en termes de d'où il vient du documentaire à la base. Donc Oui. ça explique énormément de choses dans sa façon de tourner, dans sa façon aussi de ne pas savoir diriger les acteurs. À la base, c'est quelqu'un qui réfute, qui ne veut pas faire de la fiction, quand même, faut le dire. Donc, Non, il veut faire une espèce de fiction-réalité. Enfin, ce qui est même, d'ailleurs, c'est assez amusant parce qu'il avait repris un court-métrage sur des courses de voitures. En fait, il n'y avait pas de personnage, juste des voitures, et c'est ce qui avait impressionné tout le monde à son école. Une voiture. C'est Une des voiture. essais d'une voiture qui essaye d'aller à une certaine vitesse. C'est ça. Euh, Et en fait, ouais. il était passionné de course automobile. Il l'est toujours, hein, d'ailleurs, passionné de course automobile. Et ça se transparaît dans l'épisode 1 avec la fameuse course de pod. Qui est peut-être, pour moi en tout cas, la seule séquence où il y a vraiment un peu de mise en scène. Où il n'est pas cette espèce de mise en scène théâtrale très Lucas qu'il y a même dans l'épisode 4. Hein. C'est pas que la prélogie. Mais où c'est globalement un arrière-plan, des gens devant et à la limite un petit mouvement de cam, c'est à peu près tout, quoi. Donc, et chant contre chant. Donc ouais, il y avait ce moment-là où vraiment tu sens qu'il s'éclatait et qu'il faisait quelque chose et il revenait à ses premières amours finalement. Oui, Moi, il continue dans le truc de l'art total où il réintègre aussi les trucs qui sont vachement à fin des années 90 sur la vision jeu vidéo qu'il réintègre dans l'épisode 1 avec la course de pod, avec le complètement. truc que tu vois là. Dans l'épisode 2, tu as des côtés hyper platformer, même dans le 3 avec les trucs. Et tu avais déjà ça, même dans le 4 où à un moment il recrée sur ordinateur Enfin, t'as tout un truc qui est vachement intéressant sur le côté art total et intégrer le jeu vidéo dedans que je trouve assez intéressant. Mais déjà dans les films en plus de l'univers étendu. Ouais, mais je pense sincèrement que au fond vraiment on retrouve, mais comme souvent chez les réalisateurs, hein, mais dès le début les marottes fondamentales et cette espèce que tu disais de fiction documentaire. Je pense sincèrement que Star Wars 4, il y a cette volonté-là dans la réalisation et dans la direction d'acteurs de faire quelque chose. Putain, il y a encore un bot. C'est bon, je veux dire. Ok. de faire une fiction qui n'est pas du tout les atours de la fiction de l'époque. C'est pour ça que tu disais aussi, Victor, que ça change à ce point la façon d'envisager les blockbusters et la narration et l'aventure au cinéma. Et je trouve ça assez fascinant que ce soit devenu, après coup,
la narration dominante en fait. Et que derrière, on se soit inspiré de ça, qui n'était pas l'évidence. C'est ça, d'un mec qui est complètement avant-gardiste, formaliste, qui est, pour lui, ses grands modèles, c'est Kurosawa et les formalistes russes. Enfin, il a quand même fait un court-métrage, Look at Life, qui est purement du Eisenstein, où il va confronter les images de Life avec des images pour essayer de comprendre ce qu'est la société, juste avec filmer des couvertures du magazine Life. Enfin, c'est complètement dingue le travail de ce mec. Il a eu en prof le monteur russe, là, merde, j'ai oublié son nom, super connu, des années 30. Il faudrait que je revoie. Mais oui, complètement, enfin, ça se sent cette influence. D'ailleurs, c'est un des premiers aussi réels américains à mettre en avant une influence étrangère aussi, ça on peut le dire, on l'a pas dit du tout. Mais c'est un des premiers à vraiment dire, voilà, moi j'ai vu des films italiens de la nouvelle vague, des films français, des films russes, des films... t'as Sergio Leone, mais il était italien. Tu vois. Mais dans des films tournés en anglais américain... il fait partie de cette génération, on en revient effectivement de Coppola, de Minus, de Spielberg et tout, qui ont eu accès à ces films auxquels les autres n'avaient pas accès avant, et c'est vrai que c'est marrant de voir que c'est lui qui a eu, entre guillemets, la dragée haute dans ce bouillonnement-là qui devait aboutir à un changement de paradigme et que ce soit lui qui l'ait porté. Désolé, ça sonne vachement péremptoire. Non, ça fait une jolie conclusion. C'est une jolie conclusion. Moi, j'ai une petite reco aussi. C'est une vidéo YouTube qui s'appelle... donc c'est en anglais, mais je vais le dire en français. C'est comment Star Wars a été sauvé par le montage, qui analyse, ça a quelques années, c'est assez connu comme vidéo, c'est une quinzaine, vingtaine de minutes qui explique toute l'introduction de l'épisode 4 et la limpidité, la perfection de l'épisode 4, et avec des sources de scénario pour voir la différence entre le scénario et le montage, et voir comment tu installes de manière totalement fluide, comment tu lances une planète, un personnage, une histoire en quelques minutes via la mise en scène et le montage, et c'est tout à fait parlant, et on comprend que toute la complexité de cette simplicité. Oui, dans le même style, c'est peut-être c'est pas la vidéo du film critique. Je sais plus. Il en a fait une en fait. Alors si c'est pas la même, je la recommande aussi. Où il explique tout simplement. Alors il fait surtout des articles en fait, mais il a fait une vidéo. Ouais. Il en fait quelques-unes de temps en temps. Il en a fait une sur Star Wars en fait pour expliquer la simplicité, comme tu dis en fait. De Star Wars et le fait qu'il n'y a absolument aucun bout de gras en prenant à la fois la mise en scène, enfin à la fois plus le montage pour le coup et surtout le scénario, et en reprenant à peu près tout le film en disant voilà comment ces éléments-là sont amenés, quelle fluidité, et en fait en disant en termes d'efficacité on est quasiment au max à chaque fois, c'est-à-dire qu'il n'y a vraiment aucune autre presque façon de faire mieux, et elle est vraiment passionnante en plus d'être assez captivante, donc je la recommande vraiment. Et si je peux me permettre, allez, c'est un peu de l'auto-promo, mais j'ai fait une vidéo sur George Lucas, voilà, justement sur ses courts-métrages et sur son travail avant Star Wars pour le mettre en parallèle avec, voilà, si jamais ça intéresse des gens de voir comment j'aborde ça. Je vais faire la même sur ça parle d'Indiana Jones, mais c'est l'épisode bis d'Indiana Jones, ça parle justement de ce que je disais sur le postmodernisme et mettre en image voilà, tout ce qu'est Star Wars et le travail de George Lucas en général, sur Indiana Jones en particulier, mais aussi sur Star Wars, pour comprendre un peu comment le postmodernisme fonctionne, l'espèce de truc de patchwork, et ça parle Tarantino et tout, pour mieux comprendre. Enfin, juste, c'est bel et bien Dziga Vertov. C'est Vertov. Il avait Vertov en prof. Voilà. Ah ouais. Oui, c'est pour ça, voilà. C'est quand même ça explique sa fascination pour le montage. Voilà. Oui. Voilà. Ok. Voilà. Je sais pas, alors du mais coup. Parle la tienne aussi. Sur FF7 aussi. FF7. C'est plus sur FF7 que sur Star Wars, mais l'idée c'était de dire que pour moi l'impact a été à peu près le même que l'Empire contre-attaque. Et de noter à peu près tous les. Mais on en a une en préparation. Alors, je sais pas où on en est l'écriture, faut que je demande à Cyril. Et c'est un sujet qui n'était pas censé être aussi gros pour lui. Et il dit là, j'en peux plus, faut que je lise 15 bouquins, un truc comme ça. Donc, ça parle de Star Wars et j'espère que ça sortira l'an prochain, normalement. De toute façon, là, nous on fait une petite pause. On devrait sortir une vidéo fin août, donc jusque-là, bonnes vacances à tous. Et on a là, j'ai une vidéo sur laquelle je vais commencer à bosser, mais ce sera pas la prochaine, ce sera une d'après. Un espèce de monstre qui va durer 1h30, encore une fois. Ah, yes. Ce sera, donc je peux peut-être spoiler le truc, ce sera sur Canal+ et le cinéma.
Donc ça va être une grosse chronique assez complète. Donc là, il va falloir que je me lance dans l'enregistrement. Entre-temps, on en fera une autre qui va s'intercaler en août. Et voilà. Et puis si vous voulez, je sais pas, quelle est votre activité Loïc, qu'est-ce que tu... Ouais, moi j'ai quasiment fini un épisode, mais j'aurais pas le temps de le finir. De la chaîne Versus. De la chaîne Versus, voilà. Un Versus donc, qui sortira, je pense, début septembre sur Parasite de Bong Joon-ho et la cérémonie de Claude Chabrol. Lutte des classes et mise en scène. On avait copié ton concept pour faire Parasite et Gone Girl. Oui, voilà, Versus, nous aussi. Voilà, donc ce sera sur le prochain épisode, début septembre. Ok. Pour moi. Et Victor, toi, du coup, oui, c'est la... moi c'est gros déménagement, donc je sais pas trop quand sortira le prochain épisode. J'en ai un peu 4 ou 5 en préparation, je sais pas du tout lequel sortira en prochain. Il est sorti sur Terminator récemment. Donc, il est sorti il y a 4 jours. Voilà. Ouais. Et moi, j'ai deux vidéos de prévues, mais j'en ai une, justement, j'ai 2 formats. Oui, je répète, moi c'est donc Albin de la chaîne Kino Chronique Cinéma. Déjà, j'en ai sorti une récemment sur la technophobie au cinéma. Donc, pourquoi le cinéma est un médium qui repose sur la technologie apporte la technologie. Et, chose extraordinaire, il y a Bobine et Victor aussi en guest. Donc, c'est fou quand même. Et surtout, ça tombe bien que tu parles de ta vidéo sur Canal+, parce que j'ai une vidéo sur donc un autre format que j'ai qui s'appelle Binaire, où c'est sur les fausses questions simples. Donc, c'est des questions oui-non, mais en fait plus compliquées. Et là, ça va être le cinéma se voit-il au cinéma. Et donc, ce sera avec Julien. Qui parlera du coup de Canal+. C'est un chouette petit format aussi. C'est magnifique. Tout est lié, voilà. On peut se faire des high five comme ça à travers les... Alors, on pourrait voir aussi une forme d'entrisme absolument ignoble entre que des mecs blancs qui entre eux. Mais non, les filles aussi se mettent en groupe, mine de rien, et c'est pas plus mal aussi que les groupes se forment et travaillent les uns avec les autres plutôt que d'essayer de forcer la main, de venir non, faut absolument qu'on allez voir la sororité, elles sont trop cool. La sororité, par exemple, je pensais à elles font des super trucs et voilà. Ouais. Donc, s'il y a des sujets qui nécessitent, moi, je suis tout à fait d'accord pour faire des lives aussi avec d'autres personnes. Hein. Complètement, ouais. Donc voilà. Là, on commence parce qu'on est un petit groupe, mais effectivement, on est que des mecs à peu près de la même génération, de même catégorie sociopolitique et tout. Oui, si on va pas faire 50 lives comme ça, à un moment, il faudra aussi trouver d'autres personnes. Donc voilà. Après, c'est le problème aussi, tout simplement, de notre société où ceux qui se disent tiens, je vais parler et je vais avoir la confiance en soi d'aller parler sur Internet, c'est souvent les mêmes profils. Donc malheureusement, c'est pas qu'on ne veut pas, c'est qu'aussi il y a une sous-représentativité. On ne prend pas des commentaires sur notre physique, sur le fait qu'on est le présentateur est bien, mais si, Victor tout à l'heure, il a eu un... Victor, oui, il a des... j'ai le critique sur ma voix, mais j'ai fait la paix avec ça. Mais il y en a d'autres qui ont beaucoup plus... c'est beaucoup plus récurrent quand même. Moi, apparemment, j'ai un physique dérangeant, écoutez. Là, on disait qui ne laisse pas indifférent. Qui ne laisse pas indifférent, c'est mieux. Je me tape pas mal de trucs. Oh mon Dieu, t'es insupportable, t'arrêtes pas de bouger les yeux, tu fais peur, tu ressembles au Joker. C'est charmant. Faites du fast cap, c'est toujours très agréable. Je fais pas de fast cap et on me dit oh mon Dieu, quelle voix insupportable. Donc bon. J'ai fait du fast cap pour pas la le choix, c'est la fois. mienne. Donc, moi, je fais ni fast cam ni ma voix, donc je suis tranquille. C'est bien. T'as tout compris, toi, en fait. Bon, très bien. Voilà. Et toi, il y a quelqu'un qui dit Victor, tu es très bel homme. On remercie Dark Cricket. Bon, on dit que j'ai un problème avec la couleur, mais je comprends pas ce que ça veut dire. C'est pas grave. Avec ma couleur. Ma couleur de peau peut-être. Ah oui, ok, c'est pas grave. Non, si je peux juste en profiter parce que c'est toujours le problème de la visibilité des chaînes, etc. Une excellente chaîne qui parle de cinéma aussi, qui s'appelle Les Chroniques de l'Axe. C'est un pote Oscar d'ailleurs que Victor connaît aussi. Voilà, ce qu'il fait, c'est très quali, c'est très sympa. C'est aussi du non face cam. Donc voilà, on est globalement, à part Victor qui monte son visage, on est globalement dans la même team de gens qui se gardent de montrer leur visage. Il y a aussi Thomas, le filmonaute, qui devait participer ce soir. Oui, c'est vrai, pas pu parce qu'il est en plein crunch pour un concours de montage qui a l'air trop cool. Et le filmonaute, ce qu'il fait, c'est absolument incroyable. Ouais, non, c'est bien. Et puis du coup, on se retrouve quelques-uns
qui je vois vendredi? Parce que vendredi, nous, on Bah, a moi, la séance. je serai là. Victor et Loïc. Achille, Albin, toi, tu peux pas être là? Ouais, je serai en Bretagne. Bon, Tu voilà, seras en en Bretagne. vacances. Voilà. C'est pas loin de Donc chez pour moi, ceux qui mais sont je pas au sais courant, il y a toute l'équipe Bobine qui présente un film coréen Partie absolument d'équipe. incroyable au Forum des Images. Donc ceux qui n'ont pas leur place, prenez-la. Ça a Ce l'air vendredi. trop cool. Ce vendredi. C'est vendredi, Forum des images, il y a encore des places, donc allez-y. Hein. C'est à 17h30. 17h30. De toute ouais. façon, tous les films de la colo, La colo Panique, Panique, Chroma, allez-y. pense c'est- tout vaut le Bah, nous, coup. on est là que ce soir. Il y aura moi, Cyril, Antoine pour la première fois et Johan. Donc on sera que 4. Et du coup, on reste après pour la séance de Blade 2. On assistera à la séance de Blade Présenté 2. par Julien Dupuis. Présenté par Julien Dupuis. On espère bien boire une petite bière avec Julien Dupuis. C'était plus ou moins prévu. Donc si on le croise, voilà. Et nous, après, on n'est plus là. On est juste là ce week-end. Là. Donc si vous voulez passer, nous faire un coucou, bah, et puis aller voir un chouette film au passage. Alors je ne sais pas, je ne l'ai pas vu du coup, puisque j'ai pas envie de le voir avant. J'ai pas envie de me gâcher. J'ai envie de le voir au cinéma. Ça fait partie des rares films que je me suis dit non, ça je le télécharge pas, je le regarde pas. Parce que j'ai envie de le voir. Je sais qu'il va être exploité un jour. Et donc voilà. Mais bah, ça fait partie des films genre Shin Godzilla, tout ça. Quand t'entends parler du cinéma est mort, il n'y a plus que des blockbusters. Bah non, il y a une autre offre. Il faut juste parfois aussi aller chercher, puis se dire, il faut demander au distributeur. Bah, chez les Coréens en général, c'est absolument incroyable ce qu'ils font. En Le Inde cinéma aussi. coréen quand même. C'est ouais, fou. mais même. Complètement insane. Le En cinéma- Inde aussi, un En Inde, RRR en là, Inde qui est aussi. sorti. Alors c'est du. Bah, c'est en pas Inde, il y a du Bollywood, c'est beaucoup d'offres aussi. Ouais. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'offres. Même le cinéma chinois dans une moindre mesure, parce que j'ai rien vu pour le moment. Différente. chinois. C'est différent. Ouais. Mais Très bah, t'avais quand même les films les Tsoyark, les Détectives 10 Mais sont ça sortis au s'appelle- ciné Ah, en Détective VO 10, et ça. en 3D et tout. C'était mortel, putain. Mais pour le coup, c'est cool le cinéma chinois parce que ça s'apparente un peu justement au cinéma russe des origines où tu avais des cinémas de propagande avec des trucs super intéressants dedans. C'est palpitant, mais sur un autre. En sachant, Apparemment, en sachant ce qu'on va avoir. c'est quand même sacrément le cas du dernier Tsoyark là où c'est un gros film de propagande. Hein. J'ai pas vu la bah, bataille il y de la avait montagne déjà, du Tigre parce que je l'ai c'est raté ça, en voilà. 3D. Ils du sont coup, trois. Ils sont trois. Ils C'est sont celui deux avec réalisateurs, non Chen Kaige. Ouais. Il le présente d'ailleurs. Prenez vos places à côté des Champs-Élysées. Il y a toute l'équipe de capture qui va le présenter dans 2 semaines, un truc comme ça. Donc voilà, Bon, il y a quand même des voilà. trucs à aller voir et même si c'est pas, ça touche pas forcément le grand public, un jour ça, voilà, il faut pas oublier que le cinéma c'est pas que Hollywood, c'est pas les que Disney. blockbusters Hein. hollywoodiens. Il y a des blockbusters, et il y a des trucs de voilà. Decision to Live de Park Chan-wook, allez voir le dernier Park Ah oui. Chan-wook. Il y a des trucs, Oui, putain, faut on que aime, j'essaie d'aller on le aime, voir on demain, n'aime ça. pas, mais il y a une générosité dans Je les vois plans. pas de Il y a merde. des plans que j'ai Je jamais sais vus pas. au cinéma avant dans ce film. Donc après, c'est complètement incroyable de faire ça dans un drame familial coréen, d'avoir des plans proposés comme ça. C'est fou. J'adore le cinéma coréen. Et ça fait la boucle avec le fait que Lucas était un des premiers réalisateurs américains à convoquer autant d'influences. Et à extérieures. permettre d'avoir la Palme d'Or à Kagemusha À Kurosawa, ouais, c'est et vrai. à Kurosawa. C'est Et vrai, à c'est vrai. Kurosawa pour Kagemusha. Putain, on reboucle, c'est magnifique. C'est beau. Voilà, bon, je pense Franchement, qu'on peut s'arrêter là. Kurosawa qui, quand il a eu l'Oscar, a convoqué George Lucas sur scène pour le partager avec lui en lui disant que jamais il aurait pu le faire sans lui. Et ça, Voilà. Et après, on va dire c'est que beau. Lucas est un ignoble personnage obsédé par l'argent et tout ça, mais il a quand même une âme d'artiste, malgré tout. Eh oui. De mécène Et- peut-être même, enfin de... Ah oui, Ouais. Mais c'est mine de rien, voilà. C'est comme on disait, on a l'impression que c'est un producteur qui a pas fait grand chose, mais finalement en non, il a faisant. il a inventé, c'est ce qu'on disait. On a fait quoi, le THX, IMAX, les projections en. Il a inventé des normes de projection, ouais, des Ouais, choses Il c'est a comme ça. inventé Première. Complètement. Pas lui directement, mais. Non, le Adobe première. Première, Adobe Pas le première, magazine première. Non, pas Première, le magazine, oui, bien Mais sûr. non, c'est Et After un Effects. travail de incroyable qu'il a fait quasiment dans l'ombre. Ouais, bien. Bon bah messieurs, bah merci d'avoir été présents. Merci aux gens du chat et à tous ceux qui nous ont écoutés. Ouais, merci à tous. J'espère que ça vous a plu, à tous, même à vous. Et puis bah on se dit à la rentrée. Là, je pense qu'on va pas refaire de trucs. Hein. C'était un peu improvisé d'ailleurs, donc. Enfin improvisé, c'était préparé, on avait prévu, mais voilà, on n'a pas fait une énorme promo dessus. Donc je pense pas qu'on refasse d'autres lives d'ici là, sauf si vraiment on a envie de faire un truc, on sera peut-être sur la plage, chacun dans notre coin. Donc voilà, bon bah je coupe la diffusion, puis bah bonne soirée à tout le monde. Salut! Ciao, Bonne soirée. ciao. Merci beaucoup à tout le monde.
Hop, c'est